Comment allez-vous? Quel bonheur de vous retrouver. Excellente fin de journée. Bon début de soirée. C'est lundi. Une énorme semaine de contenu commence ici à JC et dans l'ensemble de notre programmation avec le match numéro 4 de la série entre le Canadien et les Sabres qui sera présenté dans 26 heures et 16 minutes. Très précisément, la rondelle va tomber au Centre Bell. Une attente désormais longue, très longue pour les millions de Québécois et Québécoises complètement fous de leur équipe. Il n'y a rien comme le Canadien qui gagne en série éliminatoire pour faire exploser l'indice de bonheur de toute une nation. Avant d'aller plus loin, je vous souligne que mon camarade Renaud Lavoie effectue son retour ici, chez lui, à la maison, à TVA Sport, ce soir, et il nous fait l'honneur d'une entrevue pour conclure l'émission JC tout à l'heure, à ne pas manquer. Jakub Dobeš est encore apparu hier soir comme le super-héros de la rencontre. Très, très solide après un premier but concédé rapidement au Sabre. Le géant Doby a fermé la porte au bon moment. On n'oubliera pas cet arrêt de la pad qu'il a laissé traîner volontairement. Quel arrêt! Il a réparé quelques erreurs des défenseurs avec brio, mais il n'y en a pas eu beaucoup d'erreurs. Contrairement au match numéro 1, le corps défensif a été excellent. Il est fort comme un bœuf, à part de ça. Il a résisté à une attaque sournoise, sauvage, préméditée du gros Beck Malenstein. Un geste puni d'un misérable 2 minutes. Un très, très bon 2 minutes, disent encore les gars de hockey. Je me joins à ce cœur misérable dans les circonstances, parce que je veux bien un bon 2 minutes. On aurait pu perdre un gardien pour la série. Mais Dobeš a la tête dure, hein? Et ça le sert bien, visiblement. Geste qui a survolté, évidemment, tout le groupe. Vous le voyez, en titre, les gros canons tonnes. Des joueurs déjà unis qui ont paru littéralement soudés plus que unis à partir de ce geste notamment. Et pour le reste de la soirée, j'ai envie de dire, pour le reste de la série et le reste du printemps tout court. C'est drôle, hein? La fameuse Team Toughness dont nous parlait Carbeau quand il coachait le Canadien. Eh bien, on l'a eu illustré de la plus belle des façons hier soir. Montréal qui est resté debout, pas pantoute intimidé. Les toughs à Saint-Saëns des Sabres ont refusé toutes les avances de Josh Anderson et du shérif Jacky. Buffalo a un genou au sol. Et d'ailleurs, le Buffalo News avait remarqué que le club avait un genou au sol, alors qu'en début de troisième période, le match n'était pas fini, là. Regardez ce qu'ils publiaient à la une de leur site. C'est incroyable quand même, là. Incroyable. Alors pour eux, le match numéro 3 était plié, puis il restait 17-18 minutes à écouler dans cette rencontre-là. Le tricolore qui a finalement donc marqué le but vainqueur à la sauce québécoise, une première depuis notre camarade Maxime Lapierre qui sera avec nous dans les prochaines minutes pour en parler d'ailleurs. Un but 100% québécois, une sortie planifiée, brillante d'Alexandre Carrier qui relaie dans une poche d'air une rondelle libre à l'attention, et c'était volontaire, de Joseph Veleno. Carrier sachant très bien que la vitesse de Veleno allait l'emporter sur la lenteur du poursuivant des Sabres. Et puis ensuite, voilà, patience de la part de Veleno qui repère « aviez-vous oublié que c'était un marqueur? » Non, c'est d'abord et avant tout un marqueur. Zachary Bolduc, devenu un allié de puissance formidable, une petite peste, mais qui est capable d'y aller, qui est dans la tête, voire sous la peau des Sabres, mais qui demeure un marqueur. C'est un marqueur qui marque un but comme ça. Ben voilà que le marqueur a marqué. Et ça s'est avéré être le but vainqueur. Ce but suivant, le but vainqueur refusé par les officiels plus tôt dans le match, le voici. Ça, c'est le but vainqueur. Le vrai but vainqueur, c'est celui-là. Mais les officiels, en première instance, là, regarde-moi Armand en arrière, là, tranquille, il n'est pas sûr, hein? Il n'est pas certain pantoute, mais il dit « Ouais, moi, je pense que le but n'est pas bon. Ça va être ça qui est ça. » Fait que là, j'ai dit « Tabaslac, qui c'est qui pourrait nous dire si ce but-là était bon? » On a demandé à Yannick Jean, le patron hockey des Saguenayens de Chicoutimi, si ce but-là est bon. Yannick, qu'est-ce que t'en penses? Les buts bons, on les refuse. Un bon but refusé. On a refusé un but qui était bon. Je comprends pas. Un but
bon refusé. Un bon but refusé. Qu'est-ce qu'on pense du travail des arbitres? Un but bon refusé. On a perdu par un but. Un bon but qui était refusé. On a perdu 3-2. Tu des explications? Refusé de but. Explication. Un bon but refusé. Explication. Pas de but. Tu fais la reprise? Oui. Puis, c'est ça. Un bon but refusé. C'est ça. Oui, on a vu la reprise. Incroyable. Je pense que les gars en poussant un autre, ils en mordaient un. Ah non, mais là, C'est sûr, c'était fini, là. je comprends pas. Moi, personnellement, je serais pas revenu à la charge. Là. J'aurais eu ma clip, puis merci, bonsoir, Yannick. Là. Non, mais c'était écœurant. C'est C'est hallucinant. malade. Juste dans le junior. Hein. Only. Vous avez reconnu le jeune Yannick Jean en beau tabasselant. Bien, tout ça pour dire que ce but-là était bon. Fin de l'histoire, mais on l'a finalement marqué, puis on a marqué les 3 autres qui ont suivi. Puis Vogue la galère, Nicolas Cloutier est avec nous. D'ailleurs, à l'aube de ce match numéro 4, on pense que le ton en est donné, Nick. Hein? C'est fou à quel point le Canadien a bien maîtrisé ses émotions depuis le début de la série, même mieux que les Sabres. On a tellement fait grand cas du fait que le CH est la plus jeune équipe en saison régulière, la plus jeune équipe des séries. Je m'excuse, mais l'équipe qui paraît la plus jeune sur la glace depuis la série de deuxième tour, là, ben, ce sont les Sabres de Buffalo. Par contre, du côté du Canadien, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, là, parce que du moment que le match était hors de portée, là, les Sabres préparaient déjà le 4e. Je pense à une séquence. Est-ce qu'on peut montrer Arber Xhekaj qui passe à 1 pouce, Jean-Charles, Oui. d'atomiser Oui, littéralement. Beck Malenstein? Ah, c'était terminé. Misère. Non, mais il est chanceux parce que s'il avait connecté, c'était une punition de match, peut-être une suspension, et ce serait peut-être Jaden Struble dans la formation Mais veux-tu mardi que je soir. te dise? Vas-y donc. Il a ménagé Malestin. Il pouvait le visser. Puis il a dit après, d'ailleurs. Toi, J'ai tu penses fait qu'il l'a attention. raté? Volontairement. Volontairement, OK. je suis convaincu. Parce que cette Jacques, c'est pas trajectoire-là un est... joueur salaud. C'est pas un joueur salaud. Non, t'as raison. Là, on a joué avec ses nerfs, là. Puis, tu sais, il s'en est pris à son gardien Ouais. de but. Ça aurait été facile de dire, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu rentres dans mon goaler volontairement. Fait que là, il a juste dit, la prochaine fois que tu prends une liberté comme ça, je te manquerai pas. Exact. Je passerai pas à côté. À ce niveau-là, là, même Arber Xhekaj est capable de connecter s'il le veut. Moi, je suis convaincu qu'il a été très, très bon joueur avec un excellent esprit sportif. Certains disent qu'il y en a eu un peu bon au dépend de Carrick, mais là, ça va faire les libertés. Il n'arrête pas de prendre des libertés sur nous. Je pense que Carrick va leur dire « faites attention ». Moi, le problème avec le geste de Carrick, parce que le match est hors de portée. Est-ce que Xhekaj ne met pas son équipe dans le trouble? Non. Le point que tu soulèves est intéressant. On voit rarement, d'ailleurs, Xhekaj frapper un adversaire dans l'angle Exact. mort. Par contre, le pas fait un joueur demeure. salaud. Le fait demeure, pour un entraîneur, c'est tout le temps un défi. Tu sais, d'une part, là, quand les Sabres s'en permettent, ça prend une réponse qui est proportionnelle. D'autre part, tu dois aussi jouer au hockey. Alors, en série, c'est toujours un jeu de funambule. Et les Canadiens le jouent à la merveille depuis le début des séries, mais ils doivent continuer à le faire. Martin Saint-Louis qui a très bien illustré là, ce que représentait ce défi pour sa jeune équipe. On va l'écouter. Faut que tu sois calculé comment que tu vas répondre à ces incidents-là. Tu sais, puis faut que tu comprennes le tableau en haut. Là. Combien de temps qu'il reste, c'est quoi le score. Tu sais, il y a bien des moments où des fois, il faut que tu prennes des notes puis tu as une longue mémoire. Des fois, mais tu sais, ça dépend de où est-ce qu'on est dans le match. Puis la gravité de l'incident, on dirait. Mais il faut que tu sois calculé. Sacré Martin. Ouais, c'était Des bon. fois, je me demande chez Aberlu, Alex Newhook est au sommet des buteurs du Canadien. Qui l'a cru? C'est drôle parce qu'on parlait des 2 rares ombres au tableau de Hughes jusqu'ici. Là. Il n'y a pas plus longtemps qu'il y a une saison, je dirais. Et c'était Dak, mais c'était aussi Alex Newhook. Mais là, avec le recul, quand on revisite la transaction, oui, on avait payé un fort prix pour faire l'obtention de Newhook. C'était presque 2 choix de premier tour, disons-le ici, parce que le deuxième choix, c'était un choix très tôt dans la deuxième ronde. Mais résultat des courses, là, Gouliaïev, là, un défenseur qui a 3 points aujourd'hui en 54 matchs dans la KHL. Ethan Gauthier n'a pas encore pris son envol dans la Ligue américaine, 27 points en 56 matchs. Mais peu importe, là, même si ces 2 joueurs finissent par arriver à maturité, tu as obtenu en Alex Newhook là, un jeune joueur dans la mi-vingtaine
qui s'insère très bien dans le top 9 d'une équipe de la Ligue nationale et qui t'amène une dimension de vitesse qui est indéniable, mais aussi qui s'est réinventé. On va entendre Martin Saint-Louis là-dessus parce que dans une époque pas si lointaine, si tu ouvrais la porte de la Zamboni, ben New York passait tout droit. Avec Josh Anderson. Exactement. En duo. Alors écoutons Martin. Il joue avec beaucoup plus d'intention. Tu sais, puis c'est un gars qui a beaucoup de patins. Mais des fois, c'est de ralentir. Tu sais, fait qu'il fait pas juste travailler fort. Tu sais, un gars qui patine vite, il travaille fort. Mais des fois, c'est pas son tour à travailler. Des fois, il faut qu'il ralentisse pour rester en position qu'on a besoin qu'il reste, que ce soit défensivement, offensivement. Accélérer, c'est une grosse chose qu'il faut que tu fasses sur la glace. Mais décélérer, c'est aussi important. Puis je sais pas c'est quand que ça arrive, ça dépend qu'est-ce qui se passe sur la glace. C'est intéressant. Puis j'adore la game de New York cette année, mais j'aime pas ces séries à date, mais c'est le meilleur buteur, fait que je mettais à jamais. Ça va bien, je veux pas que ça change. Il commet beaucoup trop d'erreurs dans le cours des matchs, prend des mauvaises décisions, mais il y a met dedans. Fait que j'ai pas un maudit mot à dire, je suis content. Pas beaucoup de cartouches pour Lindy Ruff s'il veut apporter des changements. Hein? Du côté du Canadien, là, je pense pas qu'on va voir Oliver Kapanen dans cette série-là, mais quand même, tu peux te targuer et dire « Ah, j'ai quand même un marqueur de 20 buts qui est à l'écart. » Les Sabres, la seule cartouche, vraiment, c'est le gardien de but. Là. Il y a encore un mystère qui persiste. Est-ce qu'on va y aller avec Alex Lyon? Je sais que Lindy Ruff a vraiment défendu Lyon. Il n'y a pas le choix de le faire. Mais sinon, c'est Kesselring et Pearson qu'on pourrait insérer. Là. Il ne patinait pas avec les réservistes aujourd'hui. Ce sont les seules cartouches qui restent. On peut sortir Stanley pour Kesselring et sortir un attaquant de soutien pour Tanner Pearson. C'est pas grand-chose. Là. Merci, Nico. Merci, Jean-Charles. Excellente soirée. L'agitateur Maxime Lapierre avec nous maintenant. Comment ça va, Max? Ça va super bien, toi, mon ami. Très bien. Aux premières loges de cette série, Max, on commence avec l'attitude des joueurs du Canadien, la culture, l'ADN de l'organisation. Et ça te rappelle deux équipes, on recale quand même, là, une de 11 ans puis l'autre de quoi, 17 ans? Oui, une en particulier, les Blackhawks de Chicago. Je suis certain que tu vois la même chose. J'ai eu la chance de les affronter, puis je vois tellement de choses qui se ressemblent, que ce soit le capitaine Suzuki, qui me fait penser à l'attitude de Jonathan Toews, un capitaine calme, du leadership solide, toujours en contrôle, dans les deux sens de la patinoire, fort physiquement malgré une moyenne stature. Après ça, tu penses à Patrick Sharp, Caulfield qui marque des buts. Slavkovski, Keith, Hudson, tu sais, je peux y aller et faire des comparaisons comme ça, mon Jean-Charles. Ça commence à se ressembler. Puis la culture de l'équipe qui était, tu sais, les Blackhawks de Chicago, c'était pas l'équipe la plus dure à affronter physiquement, mais ils se présentaient à tous les soirs. Ils étaient bons dans leur structure puis ils se laissaient pas intimider. C'est aussi simple que ça. Puis c'est un mix de talent. Là, je peux même te parler d'un Demidov Kane, mais là, on n'est pas rendu là dans le cas de Demidov, mais il va être là un jour. Très intéressant, puis je veux pas manquer de respect à personne, mais je prends Dobèche avant Antti Niemi puis avant Corey Crawford. Mais respect, là, tu sais, mais Dobèche... Mais encore là, Jean-Charles, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est que c'était pas des gardiens comme Carey Price qui sont arrivés et qui étaient supposés de sauver la franchise. Exact. Un peu la même situation que Dobèche. Fait que si on vit le début de quelque chose comme les Blackhawks, on est parti pour la gloire pour une couple d'années, là. 100%. J'ai même pas de doute dans ma tête parce que c'est facile d'évaluer une équipe et de dire qu'on a du potentiel, mais quand on a du caractère en plus de tout ça, là, c'est rare que tu vois un groupe de jeunes vedettes qui se laissent pas tasser comme ça. Tu sais, tu regardes Demidov, là, quand il perd la rondelle, il travaille, il prend la mise en échec, il se replace le casque, il se lève, il va changer. Hudson, il fait une erreur, il donne tout ce qu'il a à sa patinoire. Tu vois un ajustement d'attitude. À chaque fois que Lane Hudson fait une erreur, sa patinoire, il devient un super-héros. C'est aussi simple que ça. Il met sa cape, il fait son back-check, il donne une mise en échec, il fait quelque chose de spécial. Et on en a vu des vedettes, que ce soit à Toronto ou dans d'autres organisations. Quand ça va pas bien, c'est pas comme ça que la réaction est pas de la sorte. Là. Ça n'a pas été de la tarte pour lui cette année. Ça n'a pas été de tout repos. Manger son pain noir, a pris son mal en patience. Et quand on disait aux gens, on pense qu'il y a ce qu'il faut pour la marmite de Montréal, l'impression qu'il est en train de nous le mettre sa pinotte. Il le démonte hors de tout doute. Quelle série il connaît Zachary Bolduc et quel match hier soir?
Ben écoute, Jean-Charles, je me rappelle, on a eu une discussion au mois de décembre environ, au janvier, puis on disait qu'il y avait le coffre d'outils pour être bon en série. Puis des fois, ces joueurs-là, ça prend ce type d'intensité-là pour être capable de sortir de leur coquille. Puis Bolduc, je pense qu'il est en train de faire sa place puis de trouver son identité dans l'équipe. C'est pas facile de trouver ton identité comme jeune joueur dans une équipe étoile. Tu regardes ça puis tu te dis c'est où ma place? Tout le monde est capable de performer. On a une équipe qui gagne. Encore une fois, on fait des dommages en série. Là, je trouve tellement que ça va bien, ses affaires. Il est physique, il est baveux, il marque des gros buts. Puis je veux revenir, je sais que c'est pas le même type de joueur, puis pas sur le même trio, mais si tu regardes l'évolution de la carrière de Chris Kunitz avant qu'il arrive sur le trio de Sidney Crosby, je vois des similitudes. Moi, je vois un joueur gaucher, physique, avec un bon lancer, qui est apprécié de ses coéquipiers, puis qui est capable de frapper dur. Je ne dis pas qu'il va devenir Chris Kunitz, il va devenir Zach Bolduc à sa façon, mais c'est un joueur qui a un impact majeur lors d'un match de série. Et il y a le but vainqueur hier soir, aidé de 2 autres Québécois, Joe Veleno et Alexandre Carrier. On pourrait faire une chronique complète sur Carrier, d'ailleurs, tellement il est bon. La dernière fois que 3 Québécois ont combiné pour un but du Canadien en série, t'étais là, dirait Bijou Rinfret. Wow! Hey, ça fait longtemps de ça, puis avec Mathieu Dash, qui était toujours aussi bon sur l'échec avant, des grands moments, puis tu sais, Jean-Charles, il n'y a rien qui bat ça. Jouer en tant que Québécois pour le Canadien de Montréal au Centre Bell, durant les séries, t'en veux de l'émotion, t'en veux des larmes, t'en veux des frissons. C'est la seule place où ça se passe dans le monde du sport. Jouer pour le Canadien de Montréal comme Québécois, il n'y a rien qui bat ça. Si tu donnais la chance de payer pour aller dans le tunnel pour regarder ma face sur l'écran géant, pour embarquer pour un tour de glace, je donnerais n'importe quoi. Là, c'était Darcy, ça va vite un peu. Ça, c'est 2010 contre Darcy, Pittsburgh. ouais. J'oublierai pas ce but-là, c'était sensationnel. C'est qui le 3e? Marc-André Bergeron. Ah, c'est Bergeron, c'est ça. Wow, extraordinaire. OK, On avait joué un total de 24 minutes à 3. Merci, Jacques. Un autre qui est extraordinaire, c'est Alex Newhook. Puis je dis extraordinaire parce que, puis tu m'as entendu probablement avec Nicolas Cloutier, là, moi, je trouve qu'il y a de la difficulté à s'ajuster dans le cours des matchs puis tout ça, mais qui suis-je? Il y a mettre dedans, fait que j'ai pas un maudit mot à dire, tu comprends? Au final, là, je suis content. Je vis avec ses erreurs parce qu'il score. Tabaslac, il score de toi et manière. Ouais, moi, j'aime sa game. Pour être honnête avec toi, Jean-Charles, je pense que c'est un gars qui amène une énergie particulière lorsqu'on en a besoin durant un match. Tu sais, il y a des joueurs pour qui c'est un art de lever leur jeu d'un cran lorsqu'il y a un moment faible dans l'équipe. Ils ramènent le momentum de notre côté. Je trouve que Newhook a fait ça tout au long des séries, pas juste par ses buts, mais par sa vitesse, son intensité. Ça sera pas toujours parfait. Il reste que c'est de la profondeur dans l'organisation, mais il est très, très important en ce moment. La foule avec Jacob Dobesch en terminant. La foule. Hey. C'est-tu beau? Sérieusement, là. C'est-tu beau aussi de voir quelqu'un qui l'apprécie au lieu de se cacher? Un Pas de gros bon sens. sourire. C'est merveilleux. La nouvelle génération. C'est beau à voir. C'est Bravo, merveilleux. partisan. Les bras dans les airs quand ces joueurs scorent, se relève, se brasse la tête après un coup de genou sur la gueule, revient plus fort, joue du bloqueur, enguirlande les arbitres, l'adversaire, sourit au public, les salue, leur parle en français plus que Sakou en 20 ans. Formidable, sensationnel. Salut Max. Salut, Stéphane Turcot sur le camp des Alouettes au retour. On est dans les vapeurs du Canadien et pour cause. Montréal vibre au rythme de la Sainte-Flanelle. À l'autre bout de la 20 ou de la 40, dépendant laquelle des deux autoroutes on préfère emprunter, se déroule le camp d'entraînement des Alouettes. Ouais, déjà, le processus d'une nouvelle saison est enclenché. Tout se passe au campement du Rouge et Or au stade TELUS du PEPS de l'Université Laval. Stéphane Turcot est évidemment aux premières loges. Ça fait longtemps, Steph. Comment ça va? En pleine forme, Jean-Charles. Toi-même? Excellent. Alors, évidemment, on a vu les Alouettes au fil de la dernière décennie, là, un peu partout au Québec. Il y avait eu Saint-Jean-sur-Richelieu à l'époque. On a vu Saint-Jérôme également. Les joueurs semblent se plaire dans les installations NEC plus Ultra du Rouge et Or à Québec. Oui, tout à fait. Bien, les installations sont quand même assez au goût du jour et plusieurs anciens universitaires s'y retrouvent justement au stade de TELUS de l'Université Laval. Effectivement, comme tu mentionnais, c'est une tradition chez les Alouettes depuis quelques années de tenir leur camp d'entraînement un peu à l'extérieur de la métropole. Tu as parlé de Saint-Jérôme, il y a eu Trois-Rivières, Bishop. Oui, c'est vrai. Exactement.
Et là, c'est maintenant à Québec. Et là, c'est quasiment l'entièreté du camp d'entraînement qui sera disputé ici. On est arrivé hier, dimanche en après-midi, et on va repartir le 29 mai prochain, donc à la fin du mois. Entre-temps, le 22, il y aura un match préparatoire contre le Rouge et Noir d'Ottawa, plutôt, à Montréal. Et la saison officielle 2026 de la Ligue canadienne de football pour le Rouge et Or, mais les Alouettes va débuter le 6 juin prochain à Hamilton contre les Tiger Cats. Puis ce qui était rigolo, et ce qui est rigolo un peu depuis hier, c'est qu'il y a environ une dizaine d'anciens membres, soit des Carabins de Montréal, soit du Rouge et Or, qui doivent maintenant comme cohabiter ensemble. Bien, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le football est en santé au Québec. Adam Rita, un ancien DG des Argonauts de Toronto, me disait il y a quelques années que le Québec était devenu un peu le Texas du Canada, tellement il y a un bon produit de football ici. Mais n'empêche, cette rivalité entre les Carabins et le Rouge et Or, là, on doit la tasser de côté, mais c'était assez drôle de voir les gars des Carabins, notamment, arriver hier au Stade TELUS, en commençant par Danny Machocha, le directeur général des Alouettes, qui a été entraîneur chez les Carabins. Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, c'est que hier, quand j'ai sorti du vestiaire, puis je me suis rendu au terrain, il n'y avait pas de sécurité. Alors ça a fait du bien. C'est le fun. C'est sûr qu'il y a des petites blagues. C'est sûr que historiquement, je suis pas un fan de la place ici, personnellement. Mais honnêtement, c'est un super beau building. Notre vestiaire est là-bas aussi, puis c'est toujours la même marche qu'on faisait quand on était au Carabin. Un petit peu moins de monde qui nous crie après quand on rentre, par exemple. Mais oui, quand on a fait la marche hier, c'est sûr que c'était des bons souvenirs. Moi, je suis plus que convaincu que c'est un marché football pour la Ligue canadienne, la Ville de Québec. Je suis convaincu que ça peut fonctionner. Puis je souhaite, s'il y en a une 10e équipe, ça sera ici, au Québec. Ah ben là, tu m'as devancé avec la dernière clip de Danny Machocha parce que ça grenouille beaucoup. Il y a beaucoup de conversations. On a vu le nouveau format des séries éliminatoires. Le nouveau commissaire de la LCF qui ne s'est pas caché, lui. Il vise 10 équipes là, demain, puis 12 après-demain. Alors, il en veut 12 idéalement. J'ai hâte de voir où sera la 6e équipe dans l'Ouest. Là. Je miserais sur une 2e équipe en Saskatchewan, puis je pense que ça pourrait marcher à Saskatoon. Et puis, on ajoute Québec et Halifax, puis voilà, on a un circuit parfaitement équilibré. Qu'est-ce que ça dit à Québec actuellement de ce projet-là? Moi, je pense que à une autre époque, les gens étaient plus réfractaires, mais j'ai l'impression que là, on est de plus en plus ouvert à cette perspective-là. C'est un produit qui se rajeunit et qui est de plus en plus intéressant à la Ligue canadienne. Tu fais une bonne lecture, Jean-Charles. Il y a quelques années, là, oui, on était peut-être un peu plus réfractaire du côté, notamment du Rouge et Or, mais on semble de plus en plus ouvert. Mais ça, c'est une vieille idée, un vieux rêve qui remonte à l'époque où Larry Smith était le commissaire de la Ligue canadienne de football. Oui, c'est intéressant. Oui, Québec représente un marché, je pense, de la Ligue canadienne de football, mais il manque encore une chose, un promoteur et un vrai stade de la Ligue canadienne. Tout ça peut s'arranger avec un minimum de bonne volonté, mon cher Stéphane. Merci infiniment. Excellent travail. On se reparle périodiquement au cours de ce camp d'entraînement-là avec grand bonheur. Bye-bye. On va s'arrêter en pause. Mapolicious, Marc-André Perrault est au Minnesota ce soir pour le match numéro 4 entre l'Avalanche et le Wild. On lui parle tantôt. Et au retour, Tony Marinaro et Isabelle Etier. La victoire ne joue pas ce soir. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, ho, bello! Comment ça va? Aussi bien que le Canadien et le moral des Québécoises et des Québécois. Wow! Sensationnel. But de Zach Bolduc. But vainqueur. Avec l'aide de... Joe Veleno. Hein? Alexandre Carrier. On est au Québec, c'est. Au Québec, c'est. Québec, c'est. Au Québec, c'est. Veleno a joué tout un match hier. Ça fait 2 en ligne, là. Veleno a été très bon hier. Alors qu'on croyait qu'on l'avait vu pour la dernière fois, et toi et moi, après le premier match. Et Martin Saint-Louis dit « Hold my beer ». Tenez ma bière. C'est ça. Martin Saint-Louis qui vient de dire « Tenez ma bière » parce que au Québec, on a tendance que quand les choses vont moins bien pour le Canadien, il faut sortir lui, puis mettre lui à sa place, puis changer, puis lui, on met sur ce trio-là, puis l'autre, là. Martin Saint-Louis dit non, pas une question de personnel, changer lui, là. Question de faire des ajustements dans notre jeu. On a fait des petites erreurs, il faut nettoyer tout ça, il faut changer quelque chose.
notre façon de jouer, quand on prend des chances, calculer le risque. Et les Canadiens sont partis. Ça, c'est tout un but en passant. Ça, c'est tout un but. C'est un but de bon marqueur. jeu. Parce que on a le beau jeu de... Écoute, Veleno, là, qui la tête haute. fantastique. Vitesse Et- de 1 pour récupérer la rondelle et patience. Oui. ensuite. Et Bolduc, tu vois, c'est un marqueur naturel. Ah oui. Il a mis la rondelle où est-ce qu'il fallait la mettre pour marquer But le de but. scoreur. C'est parce qu'on a tout oublié que Bolduc pouvait aussi marquer des buts. On a acquis la conviction que c'était un gars de troisième ligne, un grinder, un gars de corridor, une petite peste capable d'entrer sous la peau de l'adversaire. Il fait tout ça. Mais avant de faire ça, c'est d'abord et avant tout un marqueur naturel. Je sais que tu as poussé beaucoup pour lui cette année. Je sais que tu as poussé beaucoup pour lui cette année pour jouer dans le top 6. Puis j'ai toujours dit, puis je crois sincèrement à ça, qu'il va l'être un joueur top 6 un jour. Qu'au moment qu'on se parle, à ce stade-ci de sa carrière, il est dans la bonne chaise, à la bonne place. Est-ce qu'on aimerait qu'il y ait quelques minutes de plus de temps en temps? Oui. Ou qu'il touche la glace plus souvent sur un avantage numérique? Oui. Mais en ce moment, il est en train de former peut-être le meilleur quatrième trio de la Ligue nationale. Oui, puis pour moi, c'est un troisième trio. Là. Oui. Parce que de la Mais si façon tu dont regardes les Kirby Dach minutes joue- de jeu, c'est Ouais. un quatrième trio. Oui, je comprends, mais de la façon dont Et- Dach joue, dont Bolduc joue, même Veleno, À ce stade-ci de sa carrière, sa place est là. Martin va travailler avec. L'an prochain, il va avoir un peu plus. Dans 2 ans, il va avoir encore plus encore. Puis d'ici quelques années, il va être un joueur top 6. Moi, j'en suis convaincu. en tout cas, il a joué tout un match et il joue Oui. des séries extraordinaires. Oui. Moi, je regarde Comme un agitateur aussi. Comme un agitateur. En Exact. échec avant, il est très Bon coriace. agitateur. Un bon Très agitateur. coriace en échec avant. Oui, puis as-tu jumpé, lui, sur l'attaque sauvage à Dobèche? Il a bien fait. Il a jumpé immédiatement. Oui. Pas pour mettre son goaler dans le trouble. Oui. Pour mettre l'autre dans le trouble. Oui. Il disait, hey, tu Oui. fais pas ça ici. Puis en passant, j'appuie à 100%. On va voir les images, là. Check ça. Malenstein qui rentre Épouvantable. dans le débêche. C'est un geste volontaire. C'est un geste prémédité, volontaire, Alors que Veleno a été intentionnel, poussé par Darlin. avec tentative de blessure. Oui. Pour un 2. Il a été mis à l'amende pour ça. Jacka a été mis à l'amende aussi pour son coup de poing sur Carrick. Mais moi, je veux dire quelque Quelle chose. droite. C'est peut-être un peu violent, qu'est-ce que je veux dire. Moi, je suis content qu'il l'a fait. Jacquet? Oui, je veux te dire pourquoi Ah je suis oui. content qu'il l'a fait. Oui, là. moi aussi, je suis content. Voyons donc. Hey, Malenstein rentre dans le dobèche avec tentative Ah de oui, blessure. exact. Logan Stanley va chercher Bolduc par en arrière avec un prise de je sais pas Ouais. sur lui. Tandis que Josh Norris lui donne des coups de poing d'en face. Ouais. Gouli est dans une altercation avec Rasmus Dahlin. Ouais. Zach Benson est lui en train d'assiner des coups de poing. C'est 2 contre 1. À un moment donné, le Canadien se doit de répondre, là. Jacquet, en fait, a fait payer Carrick pour toutes les libertés qu'ont pris les joueurs des Sabres. Oui. Et je pense que là, ça les fait reculer. Puis tous les gars des Sabres, là, ils se revirent, ils regardent Malenstein, puis là, ils regardent Carrick, puis ils regardent Greenway, puis surtout Greenway, puis le gros Stanley. Puis ils disent, comment se fait? Anderson, Jacquet sont sur la glace, puis eux autres, ils prennent Veleno puis Oui. Bolduc. Pourquoi ils prennent pas Anderson, Jacquet? Parce qu'ils ont peur. Regarde comment Greenway a peur. Vois-tu comment il a peur? Ah, c'est sûr qu'il a peur. C'est épouvantable d'avoir C'est sûr peur qu'il a de peur. même. Mais ça, là, cette séquence-là, Tony, qu'est-ce que tu Ouais. penses que les autres joueurs des Sabres pensent? Comment tu penses qu'ils se sentent? Ouais. Oublie Ils sont- ça, là. Ils sont pas plus là contents. pour tout. Ils sont plus grands et plus gros que nous autres, oui. mais ils sont pas sur la même glace. Regarde encore Greenway, qui regarde ailleurs, qui parle, il veut pas y aller, il veut rien savoir d'y aller, il est content que l'arbitre arrive. Ouais. Là, l'arbitre arrive, il va laisser aller une petite gauche. C'est épouvantable. Hey. Regarde, Bolduc est en train de dire, t'as peur, t'as la chienne au corps. Ben oui. Tu Hey, comprends? si Greenway aurait amené Anderson au banc de pénalité, Qui gagne? c'est l'avantage Ah sort oui, de Buffalo. voyons donc. Ben oui, Et c'est tu sais sûr. quoi? Je vais te dire plus que ça. Ils sont plus grands et plus gros que nous autres, sont présumés être plus robustes que nous autres. Donc, en principe, il n'est pas supposé d'avoir autant d'espace. Et pourtant, on trouve les poches d'air, on crée de l'espace, on les bat de vitesse, sont submergés. Moi, je pense que la vraie victoire, outre la vraie victoire qui est de battre Buffalo puis de les éliminer puis d'aller jouer Caroline, la plus grande victoire en dehors de sortir les Sabres, Oui. je te jure que Cole Caulfield retrouve toutes ses marques dans cette série-là.
Parce que lui, là, il navigue là-dedans. Puis il j'en dit, suis convaincu. moi, j'étais supposé de me faire arracher la tête. Finalement, je suis plutôt à l'aise. Tout va bien. Je retrouve ma confiance. Demidov aussi. Demidov, il est fait pour... écoute, il va... Demidov n'a jamais joué en pull-ups. Là. Demidov, il va depuis le début. Non, là, il continue d'y aller. Oui, je comprends. Tu comprends? Non, mais Demidov, tu vois, là, hier soir, il dansait avec la rondelle. Fou Lui, là, ça lui tentait de jouer au hockey hier. Ben oui. Tu vois que le but va venir. Mais tu parles de les sabres plus grands, plus forts, plus de taille, plus de ça. Écoute, la défense, là, Owen Power, c'est comme un Jolly Green Giant, là. Il n'est pas autant physique que ça, là. Non, il n'est pas le tant gars qui est physique à défense, là, c'est Stanley. Ouais. Stanley est physique à défense. Samuelson, Dallin sont capables d'être physiques aussi. Ils sont capables, mais est-ce que... Non, mais c'est une défensive qui prend de l'espace puis qui bouge bien la rondelle. Sauf que là, ils sont débordés parce qu'on attaque tellement avec force et avec rapidité. Ouais. Puis on est tellement supporté par notre corps défensif. Tu sais, cette série-là, à date, là, elle se joue à la ligne bleue et devant le filet. Je veux rien enlever aux attaquants, ni d'un ni de l'autre des clubs. Ouais. Mais dans le premier match de la série, tu as 4 défenseurs du Canadien qui n'ont pas été à la hauteur. Mike Matheson, Noah Dobson, Caden Goulet et Lane Hudson. Ouais. Tu peux pas gagner un match de hockey si ces 4 gars-là ne jouent pas leur meilleur game. Alors, malgré les efforts de Daubèche, ces 4-là étaient aux abonnés absents. Match numéro 2, match numéro 3, ces 4-là ont été au paroxysme de Carrier, c'était difficile le premier match aussi. Carrier, ça a été plus difficile, mais ça a été le moins pire de la game. Avec Jacky qui a joué 7 minutes. As-tu vu hier? Depuis 2 matchs, la défensive est impeccable. Lane Hudson en train de dire au grand, parce que c'est un grand défenseur, Rasmus Dahlin. Il est en train de dire, toi, tu es nominé pour le trophée Norris. Exact. Va te montrer ça, moi, à toi, puis à tous les gens qui regardent le hockey. Lane Hudson, hier, il était tellement meilleur que les autres, là. Il était déjà de l'autre bord de la rue en train de siffler. Hey, les gars, je suis l'autre bord de la rue. Mais c'est ça. Check. Hey, le but qu'il a préparé pour Cole Caulfield. Aucun sens. Hey, Aucun sens. Il l'a mis sur un plateau d'argent pour lui. On va voir ce but-là. Marque le but, là. Ben oui, on va voir ce but-là sur les montages d'écran géants l'an prochain au Centre Bell. Check. On va le revoir partout dans les réseaux pendant de nombreuses années, Tony. Le meilleur joueur de hockey que j'ai eu le privilège de couvrir depuis que je suis dans les médias des Canadiens, depuis 2002. Suzuki est grand, puis j'ai pas de problème à ce que les gens me disent que Suzuki est supérieur. C'est un bon débat à avoir. Mais pour moi, qu'est-ce que Lane Hudson fait sur la patinoire? Le gars, c'est un génie du hockey. Écoute, des fois, je pense que je regarde Wayne Gretzky qui joue à défense. Mais non, mais c'est un peu ça. Je veux pas embarquer dans le... La game, elle va à 100 000 à l'heure. Dans la tête de Lane, elle va à 25 000 à l'heure. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Lui, là, la game n'est pas assez vite pour lui. Tout est au ralenti. C'est exactement ce qui va se passer. Pas dans une demi-seconde. Oui. Il sait ce qui va se passer dans 5, 10, 15 secondes. Mais là... Il découpe la glace. Puis, tu sais, j'adore Nick Suzuki, là. J'adore Nick Suzuki. Il est très fort. C'est un vrai premier centre. Il est très fort. Ça se compare pas. Le joueur Écoute, franchise... ça se compare. C'est deux positions différentes. Le joueur franchise, c'est Lane Hudson. Arrêtons. Nick Suzuki, c'est un joueur franchise aussi. C'est un centre numéro 1. C'est en constante progression au niveau des points. À un moment donné, il y a toute une vision de hockey, Nick Suzuki. Sauf que Lane Hudson fait des choses avec ses 5 pieds 9 et 163 livres qu'on dirait... Puis Hudson va le gagner, le Norris, avant longtemps. As-tu vu la photo avec lui et Olivier Liu hier? Ni le Hart, ni le Hart Ross. Tu comprends? Oui. Mais Hudson va gagner le Norris. Je pense qu'Hudson va être nominé pour le Hart un jour. Pas impossible non plus. Je pense qu'Hudson va être nominé. Plus. Là, la chose qu'il faut faire attention, évidemment, c'est que prêcher de trop de confiance. Hein. Il faut faire attention. Moi, je suis très optimiste. Je l'ai été après le premier match, après la première défaite. J'ai dit, moi, je suis très optimiste face au Sabres. Moi, j'ai choisi le Canadien pour gagner en 6. Et tu sais, on beuglait ma production. On beuglait les changements, là. Mais Martin, lui, il voit que le premier match, si ses défenseurs qui ne sont pas présentés se présentent, il gagne ce game-là. Fait qu'il dit, moi, je ne change rien, j'ai de la recette. Oui. Puis mes gars ont juste à jouer leur match-up et je gagne. Ouais. C'est exactement ce qui se passe depuis. Par contre, demain, on doit s'attendre à ce que les Sabres jouent leur meilleur match. Bien, ils n'ont pas le choix. La seule chose, je me demande, est-ce qu'ils vont aller avec Lyon de nouveau? Lindy Ruff, il a dit, écoute, c'est pas à faute de Lyon. Par contre, je pense que les Canadiens sont dans la tête de Lyon, par exemple.
Et c'est parce que... Tu penses pas qu'ils sont dans sa tête? Bien, je vais te dire plus que ça. Regarde le track record de Lyon cette année. C'est pas moi qui l'ai fait. Oui. On me l'a suggéré, puis je suis allé le voir. Parce que on a quelqu'un qu'on connaît bien, puis que tout le Québec connaît, et il va se reconnaître. Je suis dans un pool de hockey avec lui. Et lui, à un moment donné, il a mis beaucoup de billes sur Lyon dans son pool cette année. Fait que lui, il connaît par cœur Lyon. OK. Et il dit, quand la rondelle le frappe, tout va bien. Quand il se fait percer, puis ça se met à mal aller, c'est un gardien de séquence. Donc, il est capable d'en perdre 6-7 en ligne, puis de très mal paraître. Lindy Ruff ne peut pas revenir avec Lyon demain. Surtout pas quand tu as Lekonen sur le banc en arrière. Faut que tu reviennes avec Lekonen. Tu joues ta vie demain soir. Là. Puis Lyon a perdu ses 2 matchs en saison régulière contre le Canadien. Donc, ça veut dire qu'il a perdu 4 de 5 matchs contre le Canadien. Absolument. Là. Puis le Canadien, dans sa tête, c'est clair. Hier, la foule est rentrée, puis il a souri. Ouais. J'ai adoré le voir sourire en disant « Hey, il scande mon nom ». Il n'a pas arrêté à la suivante. Ouais. Tu sais, Dobech a eu vraiment un arrêt-clé à faire hier quand il a sorti à pad au dernier moment. S'il donne un but là-dessus, peut-être que la game change. Sur Zach Benson, tu dis à 2 reprises, là, la jambière gauche puis le retour de lancer. Gauche puis le retour de lancer. Il a fait un arrêt sur Bowen Byram aussi de 2 pieds et l'arrêt sur Tage Thompson quand il avait perdu son bâton. Il en a fait quelques-uns de belles hier. Mais la vérité, c'est que Lyon ne les a pas fait, ces arrêts-là. Non. Tu comprends? Il a fait une coupe, mais il n'a pas fait les arrêts déterminants dans les moments déterminants. Fait que tu n'as pas le choix de procéder à un changement devant le filet. Le but de Bolduc, aussi bon que le but a été, tu as besoin des fois d'un arrêt clé au moment important. Puis il avait besoin de faire un arrêt à ce moment-là. Exactement, mais Lyon a fait son physique sur ce but-là. Tu comprends? C'est un série avec beaucoup de chances de marquer. Hein? Mais le Canadien commence à avoir beaucoup de chances de l'enclave, de la zone payante. Puis les Canadiens ont tellement de talent là, que si... Contre le Lightning, là, c'était difficile d'avoir des chances de marquer dans la zone payante. Là. Laissez tout à l'extérieur. On va te dire de quoi, là. Hier, là, si Philippe Danault, Josh Anderson et Alexandre Texier sont moindrement marqueurs, puis Texier est supposé de l'être, là, ces gars-là gagnent la game à eux autres tout seuls. T'as-tu vu comment ils ont cyclé toute la soirée? Hey, on a passé la soirée à 200 pieds de Jacob Dobech. Hey, la façon que Texier a protégé la rondelle hier face au sable, c'était formidable. Oui, il y a quelques séquences, je pensais que c'était un joueur des Harlem Globetrotters qui jouait au hockey pour le Canadien. Match de la série. Hey! Ciao, Bello! C'est tellement facile, là. Ciao. Ciao, ciao. On va jouer. Isabelle Etier, femme de sport. Isabelle, quel scénario tu te préparais pour le match ultime de la série demi-finale de la LPHF entre la Victoire de Montréal et le Frost du Minnesota? Le match est reporté. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, on le sait pas, Jean-Charles. Tout le monde est sans connaissance. D'ailleurs, ici, plein de gens qui travaillent à la Place Belle, qui travaillent pour la Victoire, on ne le sait pas. Le match a été reporté pour des raisons de santé. C'est vraiment une décision qui a été prise avec le comité des joueuses, pour la sécurité des joueuses, qui est dirigé par Jenna Herford. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une convention collective de la LPHF, des joueuses, dont Laura Stacey est la présidente. Donc, il y a vraiment une décision pour protéger les joueuses. Il fallait vraiment qu'il y ait vraiment un virus quand même assez prenant. Selon moi, ça vient plus du cadre de Montréal. Là. Tantôt, j'étais à l'hôtel, j'ai croisé une couple de joueuses du Frost de Minnesota, donc ça tout porte à croire que c'est de ce côté-là. On ne sait pas encore quand la partie sera reportée. Ça nous rappelle un peu, je vous ramène en tournoi olympique, Canada contre la Finlande, qui devait jouer en ouverture en hockey féminin, et la partie avait été reportée parce que les joueuses de la Finlande, il y avait plusieurs joueuses qui étaient affectées par le norovirus. Donc, je vais suivre ça de près, bien entendu. J'ai hâte de savoir quand est-ce que ça va être reporté, de quelle façon les joueuses ont été affectées. La bonne nouvelle, c'est que ça ne semble pas être le virus qu'on parle beaucoup, l'antavirus. L'antavirus? L'antavirus, effectivement. Ça aurait été bien le restant, voyons donc. Mais pour reporter un match numéro 5 de cette importance, puis on s'entend, là, toute l'équipe le sait, à la dernière minute, on a reçu le communiqué de presse à 16h43. Il y avait déjà plein de partisans arrivés, les gens arrivaient, se posaient des questions, tous les médias. J'avais même pas le droit de rentrer à la Place Belle, là. C'était vraiment on pouvait pas
rien faire, rien savoir, on peut parler à personne. Pour le moment, on est encore, comme on dit, là, dans la noirceur. Bien hâte de voir, de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici. Et espérons que ce ne soit pas trop grave, parce que bon, on s'entend qu'on veut que les joueurs soient en santé, on veut pas qu'elles se blessent. C'est quand même une belle chose que la Ligue sécurise ses joueurs, mais c'est quand même exceptionnel. Est-ce qu'on a, rapidement, en terminant, est-ce qu'on a un complément d'information qui est prévu? Est-ce qu'on vous a dit, on va vous donner des nouvelles à telle heure? Il va falloir avoir un petit peu plus de transparence sur ce qui se passe exactement, là. Mais en fait, on nous a dit qu'on devrait avoir des nouvelles dans les prochaines 24 heures, bien entendu, que les partisans, tous leurs billets, que ceux qui avaient des billets pour ce soir vont être honorés à la prochaine partie. Ouais. Puis si vous ne pouvez pas venir à la prochaine partie, il devrait avoir des remboursements. Ça, on a eu ça dans les documents. Encore là, effectivement, Jean-Charles, disons que ça aurait été bien qu'on ait l'information un peu plus rapidement, puis je suis prêt pour vous. Ouais, quelle histoire. OK. Quelle histoire. Merci, Isa. Salutations et bonne soirée. Coudon. Ben, à la cage, la place Belle. Oui, ben, c'est ça. Ça va vous faire une soirée à cage. On n'a pas tout perdu. On va s'arrêter en pause. Le coach Danny Dubé s'en vient tantôt. Je vous rappelle que Renaud Lavoie nous accorde une touchante et généreuse entrevue à la fin de l'émission ce soir. Il y aura Philippe Boucher également un peu plus tard. Alexandre Daigle, Éric Fichaud seront avec nous aussi. Et au retour, c'est l'attaquant vedette des Saguenayens de Chicoutimi, Maxime Massé, qui est là. Il dispute la grande finale de la Q, la Ligue de hockey junior maritime Québec, contre les Wildcats de Moncton. Série qui rentre à la maison, dans son cas. L'attaquant des Saguenayens de Chicoutimi, Maxime Massé, est avec nous. Maxime, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Alors, match numéro 3 et 4, demain et mercredi à Chicoutimi. Dans quelle mesure vous êtes un peu, moyennement, très ou très, très satisfait de rentrer à la maison en étant allé chercher un des 2 matchs à Moncton pour ouvrir la série? C'était l'objectif. Honnêtement, on allait là, on voulait au moins aller en chercher une des 2. Je pense que notre start de la Gamer nous a fait mal. Eux sont sortis forts. On était peut-être un peu mou en commençant. Mais non, je pense que revenir à la maison avec nos partisans qui vont nous donner de l'énergie, on a hâte de les retrouver. Puis revenir 1-1, je pense que c'est bon pour nous. Tous les observateurs disent que la logique est respectée, que les 2 meilleurs clubs de la saison, 25-26, se mesurent en finale. Es-tu de cet avis? Oui, je pense qu'on l'a vu pendant l'année. Ce qu'on était capable de faire, ce que Moncton était capable de faire, c'était serré jusqu'à la fin pour le numéro 1 dans la ligue. Je pense que comment aussi les séries se sont comportées, on a prouvé chacun de notre côté qu'on méritait notre place là. Puis je pense que, comme tu as dit, les 2 meilleures équipes s'affrontent en finale. Dirais-tu que c'est la meilleure opposition que vous avez eue jusqu'à maintenant? Oui, 100%. Je pense que Rouen nous ont préparé à ça. Je pense que je leur lève mon chapeau. Honnêtement, il était. Je m'attendais peut-être pas qu'il soit autant fatigant, autant intense que ça. Mais non, je pense qu'à date, c'est notre meilleure position. Dans le match numéro 2 à Moncton, tu as été à l'origine d'un but important alors que tu as brisé un jeu. Hein? Dans quelle mesure c'est important, toi qui en as ta 4e saison avec les Sags, Maxime, de bien travailler sur 200 par 85? Très important. Je te dirais que j'ai appris à travers les années, surtout grâce à Yann. Je pense que lui, c'est vraiment sa mentalité de défendre en premier, puis après ça, tu vas avoir les chances de l'autre bord de la glace. Donc, non, j'ai juste, sur cette séquence-là, juste tenté d'en revenir le plus rapidement possible. Puis, mon gars a reçu la rondelle, donc après ça, j'ai relancé l'autre bord, puis on a réussi à faire un là-dessus. Donc, je pense que j'ai grandi puis j'ai appris à travers ces 4 années-là, comme tu as dit. En entrevue, ici à l'émission, ton coach Yannick Jean me racontait il y a quelques semaines qu'il y avait un parallèle. En fait, je lui proposais un parallèle entre toi et un autre gars qui l'a coaché, qui est Nicolas Roy. Et, tu sais, il s'est illuminé, le visage s'est illuminé
parce qu'il trouve que le parallèle est très intéressant. Nicolas, qui, sous la férule de Yannick, a bien appris la game 200 par 85, puis on voit ce que ça donne aujourd'hui. Est-ce que ça te stimule, ce genre de... Est-ce qu'il t'a déjà parlé de ce point de comparaison-là? Oui, à chaque fois qu'on se parle un peu justement de ça, de mon jeu défensif, de comment qu'il faut que je vois la game, c'est des parallèles qui me mentionnent avec Nicolas Roy. Puis je pense que on regarde aussi ce qu'il fait présentement dans la NHL. Je pense que chaque équipe a besoin d'un gars qui est capable de travailler dans les deux sens de la glace comme ça. Donc, puis moi aussi, je pense qu'à travers de ça, j'ai réussi à apprendre, veux pas de la fierté à jouer plus défensivement. Puis en même temps, ça donne qu'il y avait raison parce que j'ai eu une coupe de plus de chance à l'autre bord de la glace. Donc, c'est des parallèles qui me dit des fois. Oui, parlons-en des chances. Ça donne 22 points en 16 matchs, ce qui est excellent. Merci infiniment, Maxime Massé. Bonne chance pour la suite et fin de cette finale. Match numéro 3 et 4, mardi et mercredi à Chicoutimi. Les Saguenayens, la fierté de toute la belle et grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonne chance pour la suite, Max. Merci. Merci beaucoup, JC. Ouais. On ne s'arrête en pause. Je vous rappelle que Renaud Lavoie nous accorde le privilège d'une belle entrevue pour terminer l'émission de ce soir. Renaud qui a vu la mort de près, voire de très près. Manquez pas ça à la fin du programme. Au retour, billet de saison, parce que tout va bien et que la vie est belle. Et l'excellent coach, Danny Dubé, entre autres au menu. Philippe Boucher s'en vient notamment un peu plus tard. Restez là. See you guys next game. Thank you. Merci. Formidable. Le Canadien va jouer en finale de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline. On a le droit de classer l'affaire. On ne dispute pas les matchs, nous. On les regarde, puis on est dans le plaisir. La plus jeune équipe au tableau des séries de ce printemps 2026 est plus expérimentée que les Sabres désormais vulnérables en éliminatoire. La grosse défensive de Buffalo submergée par la vitesse de l'attaque du tricolore. Le corps défensif montréalais sublime au cours du week-end après un départ plus hasardeux dans le premier match de la série. La chaise musicale est repartie chez les gardiens des Bisons, tandis qu'Jacob Dobèche, lui, est le candidat du Canadien à ce jour à l'obtention du trophée Conn Smythe. À travers le Québec, nous étions des millions de coachs frustrés de voir Martin Saint-Louis n'apporter aucun changement après la défaite cinglante en levée de rideau de cet affrontement de deuxième tour. Martin nous dit depuis de tenir sa bière. Et il a raison. Ce têtu de première à une vision demeure imperturbable. Sourd à tout le bruit extérieur, il exécute son plan. Et vraisemblablement, c'est le bon plan. Buffalo semble dégonflé, littéralement dessoufflé par la team toughness du Canadien, celle dont rêvait Carbeau il y a 15 ans. Hier soir, les Sabres ont voulu jouer des bras et n'ont pas ce qu'il faut. Le gros Greenway qui frappe comme une mule fait dans son slip coquille lorsque Jacky ou Henderson l'invitent à la danse. Les deux gaillards du CH font un job colossal pour tenir en respect les entreprenants ennemis. Ce qui permet à Bolduc, Doc, Veleno, Evans, Dano, Slavkovski, Suzuki, Newhook, Texier, Dobson, Carrier, Goulet, au reste de la bunch, bref, à tous les autres de jouer leur game sans peur et sans reproche. Compléter leur mise en échec sans devenir des cibles à qui on veut arracher la tête. Le Canadien est un électron libre et dangereux. Les jeunes sabres l'apprennent lourdement à leurs dépens. Parlez-en à Sam Carrick, qui effectue un retour au jeu hier soir et qui a tenté de semer un brin de zizanie en fin de match afin de mettre la table pour demain. La droite du shérif Jacky l'a envoyé au pays des rêves instantanément. Regardez ça. Bonsoir. J'adore ça.
et probablement enlever le goût, d'ailleurs, de réessayer quoi que ce soit d'ici la fin de cette saison. Pas certain, d'ailleurs, que Carrick va jouer le match de demain. Lindy Ruff lui a donné moins de 7 minutes de temps de jeu hier soir. Vrai que la droite de Xhekaj était peut-être pas la plus légitime, mais certains éléments des Sabres ont pris des libertés limites à plusieurs reprises en se sauvant par la suite. Pensez au gros Beck Malenstein, qui, de manière totalement délibérée, a frappé de plein fouet Jacob Dobeš. Premier point de contact, le genou sur la gueule. Haber s'est assuré de venger tous les écarts à l'endroit de ses coéquipiers et que Carrick soit assez sonné pour ne pas pouvoir se sauver, lui et tout. On a une série. L'animosité absente du premier duel est désormais brûlante. Le Canadien est en parfait contrôle de la situation. Il est aux commandes de ce duel qui peut encore basculer le temps d'un match. Mais à voir comment les Sabres sont submergés par le CH, à les voir très mal réagir à cette foule hostile qui les intimide, ils ne parviendront pas à vaincre dans la forteresse du Canadien. Au pire, le CH va régler la question au match numéro 6 ce samedi, ici, au Temple. Au mieux, ce sera directement à Buffalo ce jeudi, mais à choisir, je préférerais en finir avec les Sabres ici, devant les meilleurs partisans au monde. Je déteste pas du tout voir les Hurricanes se croire supérieurs, se trouver beaux et bons, assis chez eux, à s'entraîner sans compétitionner. Le premier match contre les Canes sera déterminant. La Caroline mérite l'humilité d'une première défaite, mais ils n'ont pas rencontré à ce jour une opposition capable de la leur infliger. Suivant des victoires contre Tampa Bay et éventuellement Buffalo, parce qu'on y croit, avec une confiance amplifiée par chacun de leurs triomphes, les frères d'armes du Canadien vont être très difficiles à battre 4 fois en 7 occasions, même par la Caroline. Avec Danny Dubé, ce soir, comment ça va, le coach? Ah, ça va super bien. Hey, on est gâtés. Wow! Formidable. Formidable. On va commencer par l'arrière, puis je suis content qu'on commence par les brigades défensives, parce que je pense que, perso, je pense que c'est là que la série se joue, devant le filet et à la ligne bleue. Beaucoup d'abonnés absents chez le Canadien dans le match numéro 1, résultat d'une défaite. Il y a un travail impeccable depuis ce temps-là et 2 victoires. Et en même temps, là, tu regardes le leader des Sabres, Rasmus Dahlin, qui est très bon, et celui du Canadien, le diminutif Lane Hutson, qui est le meilleur des deux, Danny? Lane Hutson, sans l'ombre d'un doute. Jusqu'à date, là, c'est le joueur qui fait toute la différence dans la série, fait la différence dans les séries. Écoute, si Dahlin, c'est le joueur, c'est le trophée Norris, nous, on a le trophée Norris. On a le joueur, je trouve, qui est le plus significatif en termes de jeu collectif. C'est le gars qui, parmi les gars de la Ligue nationale, dans les statistiques avancées, est l'un de ceux qui provoquent le plus de chances de marquer et de ce qu'on appelle les goals attendus, les buts attendus, expected goals, dans toute la Ligue nationale. C'est un phénomène, ce gars-là. Puis aujourd'hui, là, je te fais une petite parenthèse parce que je voulais vraiment qu'on ait une discussion à propos de lui. Je parlais avec Ron Fournier aujourd'hui et Ron me disait, il dit, Danny, j'ai pas vu de joueur comme lui. Le seul gars à qui je peux penser qui avait autant d'impact, puis autant de prestance, puis qui était aussi flamboyant lorsqu'il était avec en possession de la rondelle, c'est Bobby Orr. Ah, boy. Hey. Tu sais, quand tu mets un jeune comme ça dans la même phrase que Bobby Orr, puis là, moi, j'ai pas vu Bobby Orr dans ses belles années. Je l'ai vu à la fin de sa carrière. Donc, il jouait sur une patte, là. On le sait, il avait été blessé gravement à un genou. Il est revenu au jeu. Il n'a pas été le même joueur par la suite. Mais Lane Hutson est absolument sensationnel. Je regarde, il prend plus de minutes que Rasmus Dahlin. Il est meilleur en possession de la rondelle, provoque plus de choses. Oui, il est moins costaud. Oui, il a moins bon tir. Oui, il y a un paquet de choses là qu'il peut décortiquer. Mais moi, je suis obligé de rendre crédit aux Canadiens de Montréal d'avoir pris cette décision-là, puis je m'explique. Tu te souviens de notre fameuse
discussion du début de l'année du 1%. Quand je te parlais des joueurs qui appartiennent au 1%, et on faisait état, bien sûr, de Cole Caulfield à l'époque, parce que, il est parmi les plus petits attaquants de la Ligue nationale. Mais tu sais, des petits attaquants dans la Ligue nationale, il y en a quand même pas mal. Mais des petits défenseurs comme lui, aussi dominants, il y en a pas, là. Tu sais, t'es dans le 1%. Alors, que le Canadien ait pris la décision de faire de ce joueur-là leur projet numéro 1 pour bâtir leur brigade défensive, c'est absolument incroyable. Parce que c'est contre toutes les statistiques, c'est contre toute logique, c'est contre tous les standards préétablis. Alors qu'on sait qu'un défenseur, c'est 6 pieds 2, on sait qu'un gardien de but, c'est 6 pieds 3, on sait que les attaquants, c'est autour de 6 pieds 1. Ça, c'est les moyennes. Puis tu regardes un gars avec ce gabarit-là, écoute, je te le dis à la blague, là, on était au repêchage, puis quand je l'ai vu arriver à la table, là, j'ai dit à Martin McGuire, j'ai dit, il a besoin d'être bon, lui, là. Parce que lui, si je le regarde, là, il avait l'air il avait même pas l'air d'un joueur qui joue chez les midgets, tellement il est frêle. Tu sais, tu le regardes, tu dis... Ouais. Les gens le trouveraient trop petit. Chez les midgets, ils disaient, il est pas gros, hein? Non, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui explique, Danny, qu'il ne reçoit aucun crédit ailleurs dans la Ligue nationale? C'est pas juste la non-nomination au Norris, la non-sélection avec son programme national, la sélection américaine. Au repêchage, qu'on le veuille ou non, tous les clubs ont passé dessus une fois, puis le 2/3 ont passé dessus 2 fois, puis le Canadien a finalement dit, on va prendre une chance. On ne semble pas... C'est-tu parce qu'ils ne regardent pas les matchs? C'est quoi l'affaire? Comment ça se fait que n'importe qui regarde aller ce gars-là, une période, il dit, attends un peu, il m'a regardé une autre période. Puis là, tu m'as regardé une autre période. Puis à un moment donné, tu fais 20 games, il le regarde, il casse pas. Puis il est toujours meilleur, puis il sort toujours un lapin de son chapeau. Allumer quelqu'un, comment ça se fait qu'il n'y a rien que nous autres qui le voient? Ben, je pense... Ils veulent pas avoir la cave, personne. Ils veulent pas faire vue qu'ils ont levé la tête bêtement. Je veux dire, c'est quoi l'affaire? Ouais. Ben, tu sais, au moment où tu commences à avoir des nominations qui sont le fruit de discussions, de votes, que tout le monde regarde les matchs, puis tout ça, tu vas toujours avoir du monde qui vont être des dénigreurs, surtout si le joueur, c'est un joueur qui rencontre pas les standards. Alors, c'est sûr que dans sa catégorie, il y a Makar. Dans sa catégorie, il y a Quinn Hughes. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, les sélections aussi, il faut regarder ça. Parce que c'est un jeune joueur. Moi, je pense que c'est une question de temps avant qu'il devienne un joueur établi. Parce que il a trop fait jusqu'à maintenant pour qu'on lève le nez sur lui. Puis c'est sûr qu'au début, tu vas avoir surtout... Écoute, puis moi, là, je fais partie de la... J'essaye... Puis là, je veux pas me ramener ça à moi, mais c'est dans la discussion, là. Tu sais, j'ai 65 ans, là. Puis j'essaie toujours de me garder à jour en disant, laisse tes vieux souvenirs de côté, garde-les comme expérience, sers-toi-en pour juste brasser les idées, essaie de garder l'esprit ouvert. Tout est en mouvance, tout est en changement. Si tu t'ajustes pas, t'as pas d'affaire là. T'sais, les coachs sont comme ça, les joueurs aussi le sont, et le profil du joueur a changé. Alors moi, ce que je dis, c'est, un gars comme lui, il vient tellement ébranler ta façon de voir les choses. Et je te donne un exemple, OK? Mettons que tu dis à Joel Kenville, là, il y a plus de 200 matchs dans la Ligue nationale, en série d'après-saison, puis il en a gagné à peu près 60% de ces matchs-là. Là, tu sais, tu lui demandes, tu dis, hey, toi, là, Lane Hutson, le prendrais-tu dans ton équipe? Il va peut-être te dire oui poliment. Peut-être qu'il va te dire oui avec enthousiasme puis tout à fait. Mais souvent, les gars qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience, les recruteurs qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience, il y a quand même des standards, des patterns, il y a des choses établies. C'est difficile d'aller contre ça. Puis c'est les joueurs comme lui qui vont faire que cette espèce, les paradigmes, ça va changer. Ils vont dire non, on peut plus regarder ça comme ça. Je regarde le petit Xavier Villeneuve qui joue dans la GMQ. Il va bénéficier du succès de Lane Hutson. Ouais. Il va avoir quelqu'un qui va avoir un préjugé favorable à cause du succès de Lane Hutson. On ne regardera plus jamais
les petits défenseurs d'ici quelques années de la même façon. Parce que, écoute, des gars comme ça, tu dis, il y en a pas. Tu sais, il y en a pratiquement pas. Donc, moi, je pense que c'est un peu normal qu'est-ce qui se passe parce que les joueurs spéciaux sont inimitables. C'est une bébête à part. Tu sais, je parlais avec Ron, puis il me parlait de Bobby Orr. J'ai dit, écoute, honnêtement, Bobby Orr, j'ai dit, je te parle de Wayne Gretzky, c'est la même affaire, là. Mario Lemieux, là, il y en a un, il va en avoir un, il y en aura juste un. Des joueurs qui sont spéciaux ont une signature, une façon de faire les choses unique à eux-mêmes. Et dans le cas de Lane Hutson, je trouve que tellement que c'est un féroce compétiteur avec les outils qu'il possède, puis des fois, ben, si tu sous-estimes les outils qu'il a, il va te faire vraiment mal. Clairement. Moi, je le classe déjà devant. Moi, je le trouve supérieur à Quinn Hughes. Oui. Et évidemment, Cale Makar demeure le stud, là, le défenseur numéro 1 de la Ligue nationale. Mais où va être Lane Hutson à l'âge qu'ont ces gars-là maintenant? Là? Ben oui, exactement. Il a 50 plus. Il fait ça là. Qu'est-ce qu'il va faire dans 5 ans, lui? Ben ouais. Mais dans les deux gars que tu as nommés, c'est sûr que Makar, il est encore, tu sais, c'est encore la référence, là. Ouais. Mais je suis d'accord à 100% avec toi que chez les Américains, je pense que les séries de cette année, la façon dont ils jouent, sur l'ensemble de l'œuvre, quand tu regardes jouer de la bonne façon, je trouve que Lane Hutson est en avant de Quinn Hughes. Puis je vais te donner un exemple très concret. Il défend mieux, Danny. Exactement. Puis souvent, là, on pourra se reprendre avec des séquences. Je pourrais te découper un petit peu plus ces séquences de jeu, mais je veux porter à ton attention, puis aux gens qui nous écoutent, un aspect extrêmement important de son jeu. Tu sais, lorsque t'es un joueur de petite stature, tu sais, Cole, il est pas costaud, mais il ne le fait pas ce que Lane fait. Je comprends pas qu'il le fasse pas, là. Il devrait le faire, là, parce que ce serait à son avantage. Peut-être qu'il le fait pas pour se protéger, mais je vais quand même l'expliquer. Lorsque Lane Hutson s'amène vers un adversaire, premièrement, il utilise son bâton à bon escient. Il essaye toujours de s'assurer lorsqu'il est en défensive, il essaie toujours de mettre son bâton dans les jambes de l'adversaire pour l'empêcher de prendre une distance contre lui. Et la chose la plus importante, là, c'est que lorsqu'il met en échec un adversaire, il va toujours le mettre en échec à la hauteur de ses gants. Il court après le bâton de l'adversaire. Il court pas après ses hanches. Il essaie pas de lui donner un coup d'épaule. Tout ce qu'il essaie de faire, c'est de mettre ses hanches et ses mains à la hauteur des mains de l'adversaire. Lorsque tu es capable de faire ça, là, l'adversaire, il n'a plus de marge de manœuvre. Il a bien beau mesurer 6 pieds 4, là. Il a la rondelle, fait qu'il ne peut pas se défendre, il ne peut pas lui donner un coup. Il a la rondelle, il est concentré sur la rondelle. La plupart du temps, s'il ne réussit pas à dégager ses mains, donc éloigner les mains du centre de son corps, ce que les gros joueurs ont plus de difficulté à faire, mais là, il vient en contact avec les mains. Là, il perd le contrôle de la rondelle et comme il est excellent patineur, il a déjà pris l'enjambée qui lui permet d'aller devant lui. Il est dans sa ligne de patinage. Donc, il vient d'isoler l'adversaire de la rondelle en s'attaquant à ses mains. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu regardes ça, je le regarde de faire, je disais, non, mais la première fois, tu le vois, tu dis, OK, ben, il a manqué son coup, il voulait le frapper. Là, la deuxième fois, la millième fois, là, je dis, non, mais lui, là, c'est une technique qu'il a développée quand il était jeune, quand il était tout petit, encore aujourd'hui. Oui, parce que je te dis. Il a déjà été jeune, il n'a jamais été petit ou quelque chose comme, là, en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une force tranquille. Tu sais, si tu le regardes aller, là, moi, j'ai la chance de le côtoyer, là, c'est un jeune homme qui est très, très calme, qui passe inaperçu dans le groupe, tu sais, au niveau mais qui a une force tranquille. Tu le vois dans ses yeux, dans son regard, dans son langage corporel, qui est bien avec lui-même. Puis c'est peut-être une leçon à donner à tous nos jeunes aujourd'hui, là,
de te trouver puis d'être bien avec toi-même parce que je pense que c'est là que le succès, c'est là que le bonheur est caché. Je comprends donc. Es-tu bien avec toi-même? Ça fait que. Tu sais, Danny, il y a un petit peu de philosophie. Il y a une kyrielle de joueurs, bons vendeurs, on va le dire comme ça, qui sont des artistes de la phrase pré-mâchée, un peu incendiaire, qui sert à vendre le rêve de « je suis conscient de ce qui se passe » puis tout ça. Puis il y a la version de Lane Hutson que tu crois sur parole quand il se présente devant en mêlée de presse après une défaite, qui dit Tous mes coéquipiers étaient prêts, pas moi, je les ai laissés tomber. » Puis lui, Hudson, on a tendance à le croire, tu comprends? Il y a quelque chose là, qui fait que c'est une vérité sur deux pattes. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de film. Je ne suis pas obligé de vous faire à croire que je m'en veux puis que je peux être meilleur. J'ai pas de phrase. Personne ne m'a dit comment la sortir pour que ça passe bien, que ça fasse la manchette puis la quote. Non. C'est mes coéquipiers étaient prêts, pas moi. C'est vraiment ce qu'ils pensent. Ça fait 1h30 d'overtime, puis ils survolent la série depuis ce temps-là. Qu'est-ce que tu veux, tu sais? Ah non, Puis tu sais, j'espère juste, puis là, tu sais, je veux pas avoir de l'air chauvin, mais j'espère juste qu'on va faire un meilleur job. Tu sais, je pense que la Ligue a besoin de protéger, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'être très conscient que ces joueurs-là deviennent des cibles, comme les gardiens. Exact. Lorsqu'on a du succès. Puis que tu dois être intolérant. Parce que t'as bien beau dire que, OK, s'il fait mal, on va aller te sonner les cloches, on va te donner une volée, là, en bon québécois. Tu sais, ça marche pas en série, ces affaires-là. Tu sais, c'est parce que hier, hier soir, là, j'en veux pas, au contraire. Pat Lalime a eu une expression formidable. J'ai déboulé le sofa dans le salon. Il a dit, en parlant de Malenstein, qui se laisse choir littéralement dans l'auberge, et là, il voit le résultat, c'est un 2 minutes. Il dit, pour les Sabres, c'est un très bon 2 minutes. C'est une grande vérité. Mais cette expression-là, le bon 2, là, je veux dire, toi puis moi, ben toi, t'as encore des cheveux. Moi, je n'avais rien qu'en masse. Tu sais, on avait toute la vie devant nous qu'on utilisait cette expression-là. Puis tu sais, les coachs le disaient, va me pogner un bon 2. Ça peut plus arriver, ça. Ça peut pas arriver, ce qu'on a vu hier. Tu peux pas avoir une séquence comme ça, avec 108 Kodak en haute définition, puis pas aller à la révision et dire, excuse-moi, là, il y a personne qui te pousse. Tu t'en vas direct, tu fais aucun effort pour l'éviter. C'est un 5 puis t'es parti. Bye. Voyons donc. Non, mais tu sais, on l'a vécu à Montréal avec Carey Price. Exact. Crider. On l'a vécu avec Carey Price. Qu'on laisse pas ça arriver encore. Il faut... Puis moi, je pense que nos dirigeants, j'espère, revendiquent auprès de la Ligue une meilleure protection des gardiens parce que c'était absolument grossier. Cette séquence-là, c'était grossier. Grossier, c'est le mot. J'adore ce qualificatif. Danny, merci infiniment. Et à demain en avant-match, mon ami. Bonne soirée. Repose-toi bien. Merci. Autour de la pause, on s'en va au Minnesota. L'Avalanche affronte le Wild ce soir. Marc-André Perrault est sur place. Il y aura également Philippe Boucher et Alexandre Daigle. Mapolicious, ooh, ooh, ooh. Mapolicious, ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Mapolicious, ooh, ooh, ooh. So delicious. Mapolicious, ooh, ooh, ooh. Mapolicious. Ah, regardez-moi ce beau Brumel dans un édifice. En 3 pistes, il est parti avec un soute. A voyagé de Philadelphie vers Saint-Paul, Minnesota. Théâtre du match numéro 4 de la série entre l'Avalanche et le Wild. Le Wild a ressuscité, disait Notante, dans le match numéro 3 et peut compter ce soir sur un absent de taille dans le camp de l'Avalanche. Ouais, écoute, ça, c'est une nouvelle de dernière heure, là. Artturi Lehkonen qui va rater le match de ce soir. Lehkonen qui, vous le savez, là, c'est pas la même game depuis qu'il est rendu avec le Colorado. Non seulement fait un travail exceptionnel défensivement, mais aussi sa touche offensive est vraiment mise à profit. 6 points en 7 matchs, différentiel de plus 9. Et ça, c'est une surprise. On l'a vu ce matin, il a pris part à l'entraînement, puis l'excellent caméraman Jean-René Fortin, vois-tu pas à un moment donné Lehkonen qui s'approche de Jared Bednar? On se demandait qu'est-ce qui se passait. Bien là, on le sait. Donc, Lehkonen va rater le match de ce soir. C'est Kiviranta qui va prendre sa place. Il y a aussi un autre absent, c'est Malinski, le défenseur,
qui lui aussi allait bien. Ben, offensivement, 3 points en 7 matchs, plus 7. Et c'est Josh Manson qui prend sa place. Donc ça, c'est quand même, sans dire que c'est une bonne nouvelle, là, mais je veux dire, c'est quand même un changement qui fait moins mal que Lekonen. Donc, tu l'as mentionné, là, l'Avalanche qui s'est fait botter le derrière là, lors du dernier match, littéralement 5-1. Le Wild qui a vraiment bien joué, tellement qu'on a changé de gardien de but pendant le dernier match. Donc, Wedgwood, qui était excellent depuis le début des séries, a été remplacé par Blackwood après avoir alloué 3 buts sur 12 tirs. Et là, c'est Blackwood qui va partir ce soir, qui va partir le match. Écoute, tu le sais, en séries éliminatoires, c'est sûr qu'il y a des systèmes en alternance. Bon, ces deux gars-là ont quand même remporté le trophée Jennings cette saison. On l'avait vu avec les Bruins de Boston, avec Ullmark puis avec Swayman à un certain moment, mais souvent, quand tu prends une décision pour un gardien de but, quand tu dois, remplacer par un match, on s'entend, c'est pas une bonne nouvelle, mais quand tu remplaces le match d'après, parfois, disons, tu peux te poser la question, est-ce qu'on a peut-être un petit peu percé l'armure de l'Avalanche? La question se pose, mais comme je te disais tantôt, mon chum, là, pas grand monde qui s'attendait à voir l'Avalanche se faire dominer de la sorte. Ça n'avait pas encore perdu un match. Puis vraiment, le Wild a vraiment augmenté son jeu. Puis c'était le contraire du côté du Colorado. En même temps, c'est devant le filet du Wild que le tout s'est joué. Là. Ils n'arrêtaient pas un ballon de plage. Weinstead et puis tantôt Gustafsson. Et là, le Suédois est revenu à de bien meilleures intentions dans ce match-là. Et dans cette série-là, parce que Minnesota est quand même un bon club de hockey, parce que ces deux équipes qui entretiennent une saine et profonde rivalité, l'expression, le vieux cliché « t'as pas perdu la série tant que t'en as pas perdu une à domicile », je pense qu'il s'appliquait entre ces deux clubs-là. Exactement. Puis, tu fais bien de le dire. Puis, il y a bien des gens ici qui ont des collègues qui suivent la série qui disent on a l'impression que ça pourrait être une finale de la Coupe Stanley, puis que ça serait du hockey super excitant. Puis, c'est drôle parce qu'on pose beaucoup de questions sur les Canadiens parce que on regarde ces deux clubs-là, puis là, on se dit c'est les deux meilleurs de la Ligue. Mais là, le Canadien commence à attirer l'attention à travers la Ligue, je te dirais, mon cher ami. Fait que, oui, c'est sûr que c'est deux grosses équipes de hockey. Du côté du Wild, l'entraîneur Heinz disait ce matin, plus la série avance, plus les séries avancent, meilleur est notre hockey. Puis bien, ça a comme culminé lors du dernier match. Puis Jared Bednar, qu'on vient juste de parler, l'entraîneur de l'Avalanche, disait c'est comme si à chaque match, il augmente de 20 %. Puis nous autres, ben, le dernier, il y a peut-être un 5-10 % qu'on était moins bon. Fait que ça a donné ça. Mais vraiment, tu sais, le Wild qui va super bien, une équipe avec des vétérans, Foligno, Zuccarello. Justement, Nick Foligno, qui joue avec son frère sur la carte d'ailleurs, ce qui est quand même assez spécial, dit Kaprizov a joué son meilleur match de l'année. Garde-moi le survivaliste, là. Brent Burns qui arrive. T'as toujours l'impression qu'il y a un anaconda dans le pack-sac, lui. C'est assez spécial. Alors ça, c'est un méchant. C'est tout un pistolet. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est toute une série. C'est du gros hockey. C'est beau ce qu'on a avec le Canadien contre les Sabres. Mais si j'étais vous, je regarderais ça à 20h parce que c'est du fichu de bon hockey qu'on a ici au Minnesota. Ouais, formidable. Puis le niveau de confiance du Wild est bon. On va surveiller ça avec intérêt. Mapper, au Minnesota, dans l'État hockey. Let's go. Il fait on fait une chose par moitié. Bonne soirée. À plus tard. Ça. Salut. Bye tout le monde. Capital Hockey en direct de Québec City. Il a soulevé la Coupe Stanley. Philippe Boucher. Comment ça va, le grand Phil? Très bien, merci, toi. Très bien. Mauvais début de match de la part du Canadien hier. Ouais. C'était pas ajusté du tout. C'était un peu n'importe quoi, moi te le dire comme je le pense. Ouais. Mais la beauté, c'est qu'on s'est rapidement ressaisi puis on a rapidement trouvé notre rythme dans ce match-là. Ben, Coach Lindy Ruff l'avait demandé pour essayer de calmer la foule, d'avoir un but tôt dans le match. Ben, mon ancien coéquipier a eu son souhait, mais ça n'a pas fonctionné pour calmer la foule. Mais on peut le montrer ici. Et moi, ce que j'aime de ça...
c'est qu'on n'entend pas parler aujourd'hui, mais on a à peine parlé hier soir. Parce que si le Canadien perd le match hier soir, on retourne nos yeux vers Cole Caulfield. C'est un jeu qui est inacceptable. C'est des choses que tu veux pas faire. Cole est meilleur que ça. Même lui, tu sais, je pense qu'on va montrer certaines séquences après là, de Cole Caulfield pendant le match. Puis, tu sais, je sais que Cole Caulfield ne marque pas de but. Je le sais que ça le dérange. Mais quand il marque des buts comme ça, là, il pense pas qu'il marque pas. Lui, il veut se reprendre. Il sait exactement qu'est-ce qu'il a fait. Chaque match, ça il faisait de quoi de pas marquer. Mais hier, on voyait que ça il faisait quelque chose. Ça te prend des bons coéquipiers dans la vie. On va revenir sur le but de New York. Mais il y a eu des bons coéquipiers qui l'ont aimé, qui l'ont sorti de ce scénario-là. Parce qu'aujourd'hui, ça serait exactement de ça qu'on parlerait. Mais c'est des choses qui arrivent. On a trouvé une façon de gagner. Tout est beau. Personne n'en parle. Tout est beau. Puis à part moi. À la décharge de Caulfield, on perd pas une séquence tout seul. Ce fameux premier but-là, Phil, là, puis là, tu sais, je ne sais pas si on l'a, là. Tu sais, je n'ai pas demandé qu'on la monte. Mais si on a un peu ce qui précède le mauvais dégagement, le dégagement raté de Caulfield, la première erreur et la première mollesse épouvantable est celle de Mike Matheson derrière le filet, qui perd bêtement une bataille à 1 contre 1 sans même compétitionner, Phil. Même pas proche, là. Et après ça, Caulfield... Fallait s'attendre au meilleur des Sabres hier, comme on a eu les Sabres ont eu le meilleur du Canadien, mais ça a duré 30-40 secondes parce qu'après ça, on est étouffé. Mais t'as raison. Puis je pense que, tu sais, moi, j'ai joué longtemps dans la Ligue nationale, mais je peux même pas te dire que j'ai vécu ce que les joueurs du Canadien vivent présentement, même si j'étais plus loin en série, qui sont rendus présentement. Ça doit être tu dois être un petit peu nerveux, même si tu joues à la maison. C'est un départ très, très nerveux de la part du Canadien. Hein. Tu veux un flashback du match numéro 2 maintenant pour nous montrer une séquence précise, Phil? Ben, quand je te disais que ça prend des bons coéquipiers, on y va, c'est le 2 contre 1 en fin de match. On l'aime Cole Caulfield, on veut l'aider à marquer des buts. Ben, ça, c'est Slav, un des meilleurs joueurs du Canadien en série présentement, qui a quand même joué un bon match hier, qui devrait tellement tirer, qui cherchait Caulfield. Et après, ben, j'aimerais ça, je pense qu'on devrait l'avoir, là. Ça, si on le cherche, on sait qu'on va gagner le match. C'est le but d'hier. Écoute, là, j'ai écouté avec Danny tantôt, vous avez fait son éloge en long et en large, mais excuse-moi, là, il n'y a pas un autre joueur dans la Ligue nationale, là, puis il y en a des bons, là, qui est capable de faire ce jeu-là. Il règle 2 problèmes, là. Il réussit à marquer un but créer un but très important et à relancer son chum. Parce que Cole Caulfield, c'est exactement ce qu'il a fait de la première présence. C'est exactement qu'on les attentes sont plus élevées envers lui, qu'il se doit de mieux jouer. Puis Lane Hudson, à lui seul, a réussi à le relancer. Hier, quel jeu, honnêtement. C'est exceptionnel ce qu'il est capable de faire sur la glace. Lui, la gang de la 2e année, il connaît pas ça. Ça n'existe pas pour lui, ça. Écoute, à Québec, j'aimais ça. Le mardi, on savait pas trop quoi parler. Les journalistes de renom venaient s'asseoir dans mon bureau, on parle de quoi? On avait fait un grand texte sur la gang de la 2e année. Puis Michael Robidoux, qui est un de mes anciens joueurs, était venu s'asseoir. Lui, c'est un joueur de 2e année. Il vient dans mon bureau, il dit, Phil, ça existe pas, je te crois pas. Mais écoute, en anglais, c'est le sophomore jinx. Ça vient un peu des... Oui, la 2e année, c'est souvent difficile pour quelqu'un. Je tweete pas souvent, mais hier, j'ai écrit ça. La gang de la 2e année n'est pas un mythe et Dieu créa Lane Hudson. C'est incroyable. Et Celebrini, qu'on pourrait dire honnêtement, parce que c'est incroyable ce que ce joueur-là peut faire à sa 2e année. Puis tu sais, on fait attention. Tu sais, je t'écoutais tantôt, Bobby, on le compare à des joueurs actifs, mais on le compare rarement à des légendes du Canadien. En tout respect, on a énormément de respect pour les gars, les Larry Robinson, les Savard, les Chelios. Je vais rester des défenseurs, puis je pourrais en nommer plusieurs. Mais on peut-tu réaliser ensemble, tu sais, même si Tiger Woods, ça va pas bien dans sa vie présentement, moi, j'ai adoré le regarder dominer, voir quelqu'un au sommet de son art. Bon, on a un défenseur au sommet de son art avec le Canadien de Montréal qu'on apprend à connaître, qui nous surprend de match en match. Puis il faut l'apprécier, puis il va être clairement comparé avec les grands noms du Canadien dans pas long. Là. Et puis déjà, selon moi, déjà. Ben oui, c'est une grande et longue tradition de défenseurs extraordinaires à Montréal. Mais Hudson, s'il ne casse pas, cassé comme blessure grave, sérieuse, qui provoque un ralentissement, n'est plus jamais le même. S'il n'y a pas d'incident majeur dans son cas, il n'y a aucun doute, Phil. Il va être le meilleur défenseur de l'histoire de cette équipe-là. Malgré tout le respect que j'ai pour tous les autres. Là. Ouais, puis on va vouloir des coupes Stanley à côté de son nom. Oui. Puis on a le droit de rêver parce qu'on a une belle équipe actuellement puis une belle équipe dans le futur. La série se joue à la ligne bleue. M'a te faire plaisir. Là. Dans le premier match, il y avait 4 abonnés absents chez le Canadien, dont Hudson. Chez les 6 défenseurs partants. Puis un des 2 qui a joué sa game a joué 7 minutes, Albert Jacquet. Fait que tu ne pouvais pas gagner.
Dans les matchs 2 et 3, Hudson a montré le chemin, mais tous les autres Ouais. ont suivi. Le travail en défensive est impeccable. Alors que chez les Sabres, c'est plus compliqué. Et ça nous ramène au but de Zachary Bolduc hier, dont tu veux Écoute, nous parler. Ce que j'aimerais raconter à mes joueurs aussi, c'est stay away from your back-end. On peut aller rester loin de votre revers. Puis ça fait longtemps qu'on fait des clips, qu'on regarde des buts ensemble. On l'a manqué, là, mais c'est Logan Stanley avant ça qui s'en va à la ligne rouge, qui va son revers, qui remet la rondelle aux joueurs du Canadien. Puis on s'en va de l'autre côté. Superbe but. Puis en passant, chapeau, Stanley venait de faire son mauvais jeu, on le voit revenir. Je pensais qu'elle allait être un bon candidat pour le Canadien en passant, mais quand je regarde Jacky à la période des transactions, de la manière que Jacky joue, bien content qu'il soit là, c'est pas facile un reverse one-timer, un tir sur réception à l'envers comme Bolduc a fait là. Superbe but. Puis une autre affaire que j'aimais dire à mes joueurs, vu qu'on manque un petit peu de temps, on peut y aller avec le premier but, le but de New York, qui est un peu sorti du trouble. Notre ami Caulfield, là, a shot is never a bad play. Un tir, c'est jamais un mauvais jeu. Evans tire au but, on pogne un bâton, on trouve un retour, on tire, elle pogne des patins, elle pogne n'importe quoi, elle se ramasse derrière le gardien de but. Fait que quand tu lances au filet, tu sais jamais ce qui peut arriver. Fait que les gars que j'ai coachés, si vous écoutez, la Ligue de la deuxième année, ça existe, mais pas pour les superstars. Restez loin de votre revers, puis lancez au filet, on sait jamais ce qui peut arriver. Incroyable. Le gros Stanley, là, tu sais, c'est une grosse acquisition des Sabres à la date limite des transactions, mais tu sais, t'as raison. Je prendrais. Tu sais, puis la meilleure illustration, là, c'est l'Algarade en fin de match. T'as Stanley Greenway, t'as Anderson et Jacky à la glace. Ben, Tabaslac, Stanley ramasse Bolduc, puis Greenway ramasse Veleno. Je suis fou, moi. Tu vas aller danser avec Veleno, toi, Armand. Puis en Sérieux, passant, là. le Canadien avait besoin de toughness. Stanley est capable un petit peu, mais pas tant. Puis il joue trop avec la rondelle. Puis si on n'avait pas besoin, on en a déjà des bons. Puis il a prouvé qu'il était capable de s'enfarger tout seul avec cette belle rondelle. On se reparle mercredi, le grand. Salut! Avec plaisir. Du bon hockey à notre antenne. Ce soir, on en a parlé avec Mapper, qui sera là dans le reportage toute la soirée. Éric Fichaud, Alexandre Daigle, les gars, salut. Salut, Jean-Charles. On va commencer avec le Canadien. Avez-vous l'impression que Montréal neutralise complètement les Sabres désormais? Ben, moi, je pense que oui. Thompson, oui, il est bien parti, 52 secondes, mais après, on a vu le dernier clip que vous avez joué, là, c'était lui qui était sur la glace avec Veleno. Puis une autre chose, il faut remarquer, qui était sur la glace avec lui? Stanley. Tu peux pas avoir ça, ton entraîneur, tu peux pas mettre ta meilleure ligne avec ta troisième paire de défense. Exact. Tu as besoin de relance, puis c'est des gros bonhommes, mais ils jouent pas gros. C'est pas un gars qui va frapper tant que ça, il protège bien son puck, mais là, on l'expose beaucoup dans cette série-là. Thompson, c'est drôle parce qu'il avait été critiqué dans le match précédent. Même les journalistes de Buffalo lui demandaient s'il était blessé. Tu viendras de sa réponse. Il a dit, c'est pas de vos affaires. Là, il marque le premier but. Et là, je me disais, ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait avec les Bruins de Boston? Parce que les Sabres ont été gagnés 3 matchs à Boston. C'était ça ma crainte. Ça a duré peut-être 15 secondes parce qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont pas de show à la rondelle de la période. Moi, j'ai eu un autre space quand ils ont fait 4-2. 4-2, t'as raison. Là, OK. Là, moi, c'est là que j'ai dit, on vit-tu la même affaire que Boston? Ouais. Mais Dobèche, c'est là que Dobèche a été. Il était bon tout le match, mais à 4-2, pour moi, les gros arrêts les plus importants, c'est là qu'ils les a fait. Là. Mais je trouve aussi que Dobèche, c'est le nouveau normal. On n'était pas habitués, ça faisait longtemps, à part de Carey Price. Il fait les gros arrêts qui ont l'air faciles. Mais quand tu as joué un petit peu, tu vois ces arrêts-là, puis ça rentrait avant. Là. Ça rentre plus, puis ça coupe les jambes. Puis la profondeur, les gars. Beaucoup de production qui provient de la profondeur. Des gars qui se sacrifient, je pense à Evans, à Dano, Carrier, Goulet, Matheson, qui sont des joueurs plus dominants, mais quand même qui font vœu de sacrifice, puis ça inspire tout le monde. Tu regardes aller, voyons donc. Ces gars-là sont prêts à mourir sur la glace. Là. Philippe Dano, là, je pense que là, il commence à sentir qu'il n'y aura pas un autre break de même. Là, il l'a vécu en 2021, il veut le revivre là. Oui, il veut le revivre, mais puis tu regardes aussi, je pense que tu peux pas faire un long run, comme on dit, là, si tu n'as pas tes joueurs de soutien. Les équipes qui ont gagné la Coupe, c'est des équipes qu'il y avait 4 trios, que ça soit Vegas dans le temps. On peut tous les nommer, les Panthers. T'as toujours des gars qui rentrent. Des New Hook, là, t'en as besoin, des gars que tu t'attendais pas que t'es pour produire de cette façon-là. Je m'y attendais pas, hein? Là, ce qui arrive, c'est que t'as tes joueurs de soutien qui performent, t'as tes défenseurs qui produisent, t'as des buts de Carrier, t'as des buts de... T'as Hudson qui produit offensivement, t'as Madison qui marque des buts, puis là, tes joueurs vedettes commencent à se mettre en marche. Ça, c'est inquiétant pour les Sabres de Buffalo. Les joueurs qui ont été critiqués comme Dak Scar, Veleno, qui n'était pas dans l'alignement, il s'est pas fait critiquer, mais il n'était juste pas dans l'alignement, puis il arrive, puis il fait un gros jeu hier. Regarde, ça t'en prend pas 8 gros jeux par game, là, 1 ou 2, puis t'es dans le game.
je pense que beaucoup de monde avait oublié que Bolduc, avant d'être tout ce qui est là qu'on voit, est d'abord et avant tout un marqueur naturel. On l'a vu hier. Eureka, j'étais tellement content. Mais Bolduc, l'année passée à Saint-Louis, dans la deuxième moitié de saison, il jouait comme ça. Là. Il faisait des gros buts. Après le match des étoiles, puis tout ça, ça a été... Après les quatre nations, le match des étoiles, ça a été sensationnel. Exactement. Il y en a eu 21 dedans. Exactement. Fait que cette transaction-là que le Canadien a fait, c'était pour voir le Bolduc qu'on voit actuellement. Là. Puis pour différentes raisons, ça a été plus dur qu'on s'attendait. Il y a Martin, disons que la marge d'erreur était mince là, pour lui, mais là, il joue du gros hockey. Moi, ce que j'aime de Bolduc, c'est qu'il amène le chien avec ça. Il est fait pour les séries. Et ça une autre chose que j'ai aimé, là, hier, là, ils ont montré sa mère dans les estrades. Là. On oublie, mais tu sais, les gens qui viennent du Québec, les joueurs québécois, là, ils amènent leur famille, puis c'est important pour eux autres. Ça représente encore plus. Puis, tu sais, ça fait partie là, de... Je répète ça, là, mais si quelqu'un pense que lui, il n'y a pas ce qu'il faut dans la boîte à poux pour Montréal, là, avec toute la misère qu'il a mangée cette année, puis tout ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit, puis c'est devenu un facteur, puis une distraction, il n'a jamais grouillé. Il a fermé sa boîte, il a fait ce qu'il avait à faire. Là, il saisit sa chance. Il marque un gros but. Martin ne peut plus l'oublier sur le banc. Il est inoubliable. Là. Il est là, il fait partie de l'équation. Quand tu as besoin du spark, là, l'étincelle, tu peux le mettre sur la glace, il peut te le donner. Dauberge, sensationnel, vous l'avez dit, mais quelle réaction avec la foule aussi. Mais Dauberge, là, il dérange. Il n'est pas juste bon, parce qu'il y en a eu d'autres bons gardiens. Je pense que peut-être le meilleur gardien depuis le début des séries, c'est Frédéric Anderson. Là. Il a été quasi parfait. Peut-être pas été défié autant que Dauberge, mais ça reste que les chiffres sont là. Mais le gardien qui a rentré dans la tête des joueurs, autant contre le Lightning et contre les Sabres, c'est Dauberge. C'est lui qui dérange le plus les joueurs. Il y a une chose qu'on a regardé hier, Malinsky, il essaie de le blesser. Là. Ils diront ce qu'on voudra, là. Ils essaient de le blesser, puis ça peut arriver encore, mais je trouve que la Ligue nationale ne tient pas debout à cause de ça. Exact. Les Panthers l'ont fait 2 années en ligne. Ils ont blessé Stoller l'an passé. Ouais. Avant, ils ont blessé Marchand. Il y a plusieurs gars qui se sont fait blesser là, à travers leur périple. C'est honteux. Là. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Le gars de 4e ligne qui essaie de blesser, puis ça va être ça. C'est ça, la Ligue nationale, malheureusement. Ça va être bon contre les Hurricanes. Non, il en reste 2 à gagner. Non, mais ça va être bon contre les Hurricanes. Ouais. J'ai pas dit le Canadien ou les Sabres, là. Ils sont beaucoup mieux organisés, les Hurricanes, que les Sabres, ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr, mais nous autres, on enfle la vue d'œil. C'est un peu comme moi ce printemps. Bonne soirée, bon match, les gars. Manque pas Renaud Lavoie au retour, je te le dis. On m'a demandé si on devait mettre le thème. Je pense qu'il va apprécier. Ben oui, parce qu'il y a 10 jours, malheureusement, une dizaine de jours, j'ai dû m'absenter et c'est rare que je m'absente de la mise en échec. Tu sais comment j'aime ton émission et puis que j'aime faire la mise en échec aussi. Bienvenue chez vous, mon ami. Ben t'es bien gentil. T'as aucune idée comment c'est incroyable d'être ici avec toi aujourd'hui, comment c'est le fun. Vraiment. Là. Il y a beaucoup de chance là-dedans. 10 jours et ça passe vite. Oui, il y a de la chance là-dedans. Oui. Raconte un peu, les gens ont vu, là, mais pour le bénéfice de ceux là, qui tombent des nues et qui disent « Hey, qu'est-ce qui s'est salut passé? Renaud, qu'est-ce qui t'est arrivé? » Tabarouette. C'est venu à ça, là. Oui. C'est très simple. Tu sais comment je suis quelqu'un qui prend goût à l'exercice. OK? Ouais. Puis, il y a plein de gens qui nous regardent, qui prennent goût. Après ça, tu fais des tests physiques. Puis là, tu fais ton VO2 max. Ton VO2 max, tu as 52 ans, il est à 50. Ça, 50, là, tu regardes sur le tableau, là, ça, c'est la moyenne d'âge d'un jeune de 20 ans. OK? Dans la vingtaine. Dans la vingtaine, son VO2 max au kid, là, garçon, c'est 50. Là, tu te dis, moi, j'ai 52 ans, je suis à 50. Ça va bien, mes affaires, hein? Ouais. Bien, ça veut dire que tu te pousses beaucoup dans les entraînements. Puis c'est correct aussi, mais je ne suis pas en train de dire que c'est à cause de ça, là, ce qui est arrivé. Mais c'est par contre dans un entraînement que, évidemment, que j'ai commencé à avoir des symptômes. Symptômes étant très simples, là, je me penche pour ramasser quelque chose et en me relevant, c'est comme s'il y avait un pop, une éclair du côté droit de mon cerveau, l'œil droit. C'est comme si je voyais avec des pixels. Si tu veux un exemple. Là, là tu te dis, OK, on va ralentir. Puis là, bon, dans le Centre Bell, pas loin du Salon des femmes, il y a comme une loge où je prends ma douche l'après-midi, où je travaille, je peux me reposer. Puis là, les symptômes ne sont pas très, très bons, mon ami Jean-Charles. Okay. Étourdissement et la fameuse main gauche. OK?
Et là, je me dis, j'ai besoin de ceci d'urgence. Ça coûte 7 $ avec des taxes. OK? Dans n'importe quel pharmacien, vous avez absolument besoin de ça. Vous avez 35, 40, 50. L'âge n'est pas important. C'est ça qui va sauver votre vie si vous avez un problème au cœur ou si vous faites un AVC. Je sais qu'il m'en faut une là. Alors, j'appelle Chantal Maccabé, qui, je sais, travaille toujours du Centre Bell la journée des matchs. Chantal répond. J'ai dit, Chantal, j'ai un problème. Il faut absolument que j'ai une aspirine tout de suite. Viens au vestiaire. Partir du salon des femmes pour aller au vestiaire, on va mettre 40 mètres. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rendre là. Je me suis rendu. Puis là, à partir de ce moment-là, bien, il y a des gens qui m'ont aidé. Maxime Gauthier, qui est quelqu'un que je connais depuis très, très longtemps, qui est thérapeute avec les Canadiens. Daniel Chamas, qui est aussi avec les Canadiens de Montréal. Puis ils m'ont pris en charge. Ils m'ont donné mon aspirine. Ils ont fait des tests. Mais plus les tests avançaient, Jean-Charles, plus j'avais des problèmes avec ma main gauche. OK? Peu importe que ce soit... peu importe les tests, la main gauche, ça revenait souvent. Et là, bien, on a pris la décision. Ils ont pris la décision de m'envoyer à l'hôpital. Où il y avait... Là, imagine la chance. Le cardiologue des Canadiens qui s'appelle Jérémy Grushka. Lui travaille au General Hospital à Montréal, l'hôpital général de Montréal, et il était là. Alors, ils m'ont dit, rends-toi à l'hôpital général et Jérémy va t'attendre. Et comme de fait, il était là. Dans mon transport à l'hôpital, j'ai demandé à Patrick Lalime, notre cher collègue, de me... Pauvre Patrick, je Qui était pas loin puis qui a rebroussé ses chemins, sauf erreur. C'est ça. Il est venu me chercher. On s'est rendu rapidement à l'hôpital, mais dans le transport, j'ai fait un autre ACV. Donc là, c'est perte de... Je suis plus capable de parler. Oh. J'avais tous les symptômes, là. Oh. Mais... Pat n'a pas... Pat, on a eu du plaisir ensemble pendant notre 10 minutes. Je peux vous le garantir. Puis je lui serai toujours très, très reconnaissant. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, évidemment que Jérémy Grushka était là pour m'accueillir. Je le répète, c'est une chance inouïe d'avoir été au Centre Bell avec les thérapeutes du Canadien de Montréal qui ont pu m'aider immédiatement, trouver de l'aide immédiatement. Puis là, j'ai fait un scan pour la tête. La tête, au départ, il n'y avait pas de problème. Mais on a surtout découvert une déchirure de l'artère carotide. OK? Donc, ce que tu as expliqué tantôt par l'éclair, là, à la base. C'est ça. C'est du côté droit. Normalement, là, comment ça arrive? Ça peut arriver dans un accident d'auto, ça peut arriver dans un sport de contact, tu te fais frapper. Ça peut être un massage aussi en passant. Massage au cou. Il peut y avoir, justement, si on va trop profond, ça peut causer des problèmes. Simple massage, là. OK? Puis là, bien, ce qui arrive, c'est que ça donne un feu vert, si tu veux, au caillot pour monter. Mais c'est pour ça que je ne suis pas médecin, puis... Mais ça fait la différence. Vraiment. Donc, là, les maux de tête sont arrivés, vomissements, etc. Bon, on m'a transféré aux soins intensifs par la suite de l'Institut de neurologie de Montréal. Des gens comme à l'hôpital général extraordinaires. Et là, j'ai rencontré le docteur Amen Moussadi, une sommité, un chic type qui nous regarde, qui adore le hockey. Puis on a fait donc le samedi un MRI, comme on dit, là, c'est quoi, un RIM? Imagerie par résonance magnétique. C'est ça. Et là, ils ont découvert effectivement qu'il y avait deux taches blanches à mon cerveau. Ça veut dire que les AVC étaient confirmés. Bon, c'est pas les plus gros. Pourquoi c'est pas les plus gros? Je vais le répéter, je suis tannant, je le sais, mais ça fait la différence. S'il n'y a pas ça, t'es probablement des nôtres encore, mais t'es pas assez ici ce soir. Là. Et t'es peut-être même pas des nôtres non plus. Je veux pas... Puis comme le docteur Mossadi m'a dit, il veut pas dramatiser la situation. Tu sais, à un moment donné, on a une bonne discussion ensemble. Parce que puis c'est important, puis je veux le véhiculer, ce message-là pour les gens à la maison. Parce que moi, j'ai été chanceux, là. J'étais au Centre Bell. Je n'étais pas à Tampa. Je n'étais pas à Belleuil, chez moi, en train de courir. Ça aurait été peut-être aussi problématique, tu comprends? Et je n'avais pas d'aspirine non plus. Malgré le fait que je savais qu'il me fallait une aspirine, j'en avais pas à ma possession. Je peux te dire qu'il était acheté le petit pot. Alors, le docteur Moussadi m'a dit, écoute, la semaine passée, donc il y a 2 semaines, 51 ans, un gars qui s'entraîne
comme moi qui fait ce qu'il a à faire. OK? Lui, il n'a pas accès à l'aspirine et il n'a pas accès non plus à un hôpital près. Le caillot, quand il a passé, tu comprends? C'est fini. C'est là la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir te parler, puis de dire aux gens, faites attention à vous, écoutez vos symptômes, puis honnêtement, 7 $. Vous gardez ça dans votre portefeuille, dans un petit ziploc. Le patron ici a déjà commencé à le faire. Tu mets ça peu importe où, tu en gardes avec toi, tu t'en vas dans ton sac de gym, dans l'auto, tu pars en avion, tu as ça. Puis ça va peut-être sauver ta vie. Dirais-tu que dans la pire boîte de tirage que tu peux pas piger, tu as pigé le meilleur numéro? Compte tenu des circonstances, le lieu, pour tout ce que tu viens d'exprimer. Là. Parce que ça demeure la pire boîte de tirage. Oui. Tu comprends? Quand ça arrive, là, quand tu reprends un peu tes sens, puis que là, on te met au parfum de ça, puis là, on te parle de ce qui s'en vient. Parce que tu ne fais que pleurer. La game, elle se trouve où là-dedans? J'ai l'impression qu'elle n'est plus là, hein? Ça, c'était le bout de tough, pour être honnête. De ne pas être là avec les boys, puis avec les filles, puis avec Ellie, puis Pat, il sait. Puis Pat me répétait tout le temps, « Hey, pense à toi. Arrête de penser aux autres. » Là, il était tanné. Et c'est ça, mais ça, c'est le tough. Ça, c'était tough. Puis le match de hockey, je ne pouvais pas le regarder. Premièrement, j'étais en douleur. Là. La tête est en douleur. Tu combats pour ne pas être malade tout le temps. C'est un combat, là. Puis c'est ça. Donc, le match, à quelques occasions, j'ai demandé le résultat. Quand on m'a transféré en ambulance aux soins intensifs de l'Institut de neurologie, j'avais gardé des écouteurs sur mes oreilles. J'imagine que j'étais au téléphone, tu sais, des AirPods. Là. Puis là, il était là, tu dois écouter le match de hockey. Je ne peux pas écouter le match de hockey. Surtout que ce fut, m'a-t-on dit, tout un match de hockey. C'est pas fait pour les cardiaques, comme on dit. Non. Ouais. Donc, maintenant, est-ce que tu as la certitude que tu es hors de danger, que tu es pris en charge, évidemment, parce que maintenant, après un épisode comme ça, on est suivi le reste de nos jours, ce qui est probablement une excellente nouvelle, remarque. C'est la meilleure des nouvelles. Puis ici, pourquoi je suis ici ce soir? C'est parce qu'on m'a donné le feu vert, justement, pour reprendre le travail de façon progressive. Le test, c'était hier. Comment tu vas être au Centre Bell, OK? Dans le bruit. J'ai vu, là, j'ai pogné de quoi, là. Je m'attendais pas à ça, là. Je le savais pas. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Wow! Mais ça c'était le test. Non, mais tu sais, la casquette des bombardiers, c'était parfait. Je pensais pas passer à la télé. Mais Dr Moussadi, c'est ça, m'a demandé de faire ce test-là. Puis, en même temps, bien, il m'a dit, écoute, tes risques de faire un autre ACV sont nuls. Nul, ça veut dire quoi? C'est difficile de dire nul. C'est 0,005 %. Tu comprends? On va le prendre, ce numéro-là. Hey, mais tu dis, toi? C'est ça. Ça, c'était hier soir avec Elisabeth, Dave, Max, Anthony. C'est Antoine qu'on ne voit pas non plus, là. Ça, c'est un moment, là. Ça, c'est le vrai test. Le rythme cardiaque est passé à 200. À 200? Bien, j'imagine. Écoute, ça... OK, je pensais que ton Je n'ai pas regardé, là, mais je peux te dire une affaire, là. La patate, ça, c'est le test ultime. Quand tu vois la caméra puis tu sais que le gars va te filmer, là. Ouais. Là, comment tu réagis devant 21 000 personnes dans un match. C'est pas que tu n'as pas passé la moitié de ta vie devant un Kodak, pas autant, mais là, oui, mais là, c'est pas la même affaire. Il n'y a plus rien qui est pareil. Non. Mais ce qui est beau, c'est que tu es là. Oui. Merci infiniment. Il faut malheureusement s'arrêter. Ça fait plaisir. On se reparle quand? Demain! On a un match demain. On a un match demain. On se reparle du Centre Bell. Demain, du Centre Bell. Oui, monsieur. Dr Moussadi a dit oui. C'est bon, ça? Merci infiniment. Merci à toi. Merci infiniment. Je t'aime fort, mon Jean-Charles. Wow, je t'aime aussi. Aïe, aïe. Ça tient un peu de choses, mais ça peut tenir serré puis solide. Fantastique. C'est l'Avalanche et le Wild ce soir. C'est le match numéro 4. Le Wild aurait suci, disait ma tante Mireille, je pense, ou Francine, une des deux, qui disait il aurait suci. Elle disait ça à Pâques. Ouais. Renaud n'a pas ressuscité, lui. Renaud n'est pas mort. Il est bien vivant, il est là. On va le retrouver demain
Merci à l'équipe en régie, sur le plateau. Merci, mon ami. Merci à toi. Merci à vous toutes et tous. Bonne soirée, bon match. À demain, 17h, l'avant-match commence ici à JC. Ça va être bon. Ça va être bon parce que le Canadien va encore gagner demain. Oh, ouais, garanti. Salut.